Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate Talk, le numéro 3, votre rendez-vous tous les jeudis soirs 21h30 sur Twitch et sur YouTube pour parler de l'actualité du football américain, que ce soit la NFL, l'UFL, l'AFL, l'EFA, tout ce qui a un L à peu près dedans, et même l'EFA qui n'a pas de L d'ailleurs. On va en parler pendant à peu près 1 heure, 1h15, 1h20, 1h30, 3 heures, enfin on verra bien combien de temps ça dure. On est très heureux que vous soyez avec nous donc sur Twitch, sur YouTube. On salue aussi tous ceux qui vont nous écouter en rediffusion sur les différentes plateformes d'écoute des chaînes Tailgate, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Un petit programme aujourd'hui. On va parler donc en NFL de Dexter Lawrence et de Fernando Mendoza notamment. Est-ce qu'il ira finalement chez les Giants? Yaya qui a la théorie qu'il vous a développée brillamment dans le dernier podcast du début de semaine qui a fait réagir. Donc on va en parler tous ensemble. On parlera aussi d'EFA et d'AFLE avec les dernières signatures chez les Lights et chez les Paris Musketeers. Et aussi au sein de la Ligue, parce qu'on a appris une petite Noël avec Maceo aujourd'hui. Et on parlera aussi du FL, notamment avec Jus de Spring Football News. Il y a non seulement les résultats du week-end, mais il y a aussi une petite expansion qui a été annoncée. On en parlera tout à l'heure, ouais. Aujourd'hui, on en parlera en fin d'émission. Avec moi aujourd'hui, 2 membres de l'équipe habituelle de Tailgate. Mon Vince. Salut mon Vince, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes. Ça va très très bien. Je suis très très heureux de faire ce premier talk avec vous et pouvoir échanger un peu sur tous ces sujets-là, sur le football européen, que je connais un peu moins, je l'avoue. Ouais, oui. Enfin bon. Bref, non, nous dirons rien. Mon Yaya est là aussi. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à tous, salut à toutes. Bonjour tout particulier dans le chat, il se reconnaîtra mon petit loulou qui regarde. Très bien. On dit bonsoir aussi à Flo, French Touchdown. Salut mon Flo, comment ça va? En ouvrant le micro, c'est quand même mieux. Hein. C'est les aléas du direct. Du coup, je disais très content d'être là ce soir. Ça va être un bon moment d'échange encore. On va s'amuser. Et ravi de voir Vince parce qu'on s'est vu il y a longtemps. Et on a fait beaucoup de live ensemble. Mon Jus Spring Football News. Salut Jus, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien. On est content d'être là. Un petit nouveau dans l'équipe, comme ça nous permet aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, de le faire connaître. Victor de Zone Rouge Victor, qui est sur TikTok, sur Instagram, mais il vous parlera de son compte tout à l'heure, comme ça au moins il va pouvoir faire sa promo aussi, parce qu'il est là aussi pour ça, en plus d'avoir le côté sympathique de nous rejoindre. C'est Victor, donc salut mon Victor, comment ça va? Salut, ça va bien. Premier live, premier podcast, donc hâte comment ça va se dérouler. Voilà, t'inquiète pas, ça. T'inquiète pas, tu vas te débuter, hein. Prépare-toi. Règle numéro 1, écoute pas Vince. Voilà. Pour le reste, ça devrait bien se passer. Salut à tout le monde dans le chat. On a nos habituels, nos fidèles d'habitude, et on est très heureux de vous retrouver encore ce jeudi soir. Vous aurez des petits sondages, donc restez bien avec nous parce qu'il va falloir répondre, vous rappeler, il faut taper 1 ou 2. Cette fois, on sait comment marchent les sondages par rapport à la semaine dernière. C'est des bonnes choses. Il y a du niveau. Franchement, ça devient quelque chose. Ah non, mais attends, on n'est plus la petite chaîne qui monte, hein, ça y est. Hein, Non, là maintenant, c'est la référence. C'est la référence. Sondage, petite musique d'entrée et tout. Non, et franchement. Il y a même une musique de sortie, tu vas voir. Ça s'améliore de semaine en semaine. Moi, je trouve que c'est bien. Il y a un truc en plus cette semaine. Il y a un truc. Il y a notre ami Tibert qui demande est-ce qu'on a viré le plus allemand des influenceurs foot US? Alors non, on l'a pas du tout viré. Notre Wake est comme d'habitude toujours autour de nous. Le problème, c'est que le jeudi soir, pour rien vous cacher, il a entraînement de flag. Et donc du coup, comme déjà, il n'est pas forcément brillant sans s'entraîner, on a préféré le renvoyer à l'entraînement pour qu'il puisse s'améliorer. Voilà. Après, à tout moment, il débarque à 23h, pas de minutes, ou sandwich jambon beurre comme la semaine dernière. Vous pouvez filmer son entraînement en live, hein. Ouais. On rappelle hein, on l'appelle la tondeuse à gazon. On rappelle son excellent résultat du week-end, hein, puisque il a brillamment joué contre les Diables Rouges, hein, qu'il a perdu donc 42-0. C'était une très belle performance. Il nous a même avoué hier dans l'After Foot US, que vous pouvez réécouter sur YouTube, qu'il avait pris le poste de quarterback pendant un moment parce que le quarterback ne s'en sortait pas, était mauvais selon lui. Résultat, il a marqué autant de points que celui qui l'a remplacé, à savoir 0. On n'a pas les là, il va falloir compléter plus de passes. On salue mon Wake qui est
Il faut que tu nous fais chaud quelques tapes de Wake qui lance parce Oui. que Alors, je crois que voilà, je veux pas trahir de secret, mais il y a des petits, comment dire, démonstrations de flag qui pourraient se monter en fin de saison de D1 et tout. Si le jour de la D1, de la finale, on a un petit affrontement brise-jack contre Wake, moi je ne demande que ça. Je vous le dis tout de suite, ça va être pépite, les amis. Bon. On en revient à notre NFL avec le premier sujet de la journée, notre ami Dexter Lawrence. Alors c'est Yaya qui va en parler en premier, hein, parce que bon, c'est ta franchise qui a été secouée par cette nouvelle. On rappelle, hein, Oui. c'était lundi, je crois, lundi soir, demande Oui. officielle de la part de Dexter Lawrence d'être tradé, de quitter les Giants de New York. Alors, petit chiffre, hein, je rappelle, tu as vu ça aussi, mon Flo, il y a des petites incrustes et tout, hein, c'est beau. ça, ça régale. Dexter Lawrence en chiffres, 109 matchs joués avec les Giants, 341 plaquages, 103 QB hits, 30,5 sacs et 5 fumbles forcés. C'est un premier tour de draft. Il a 28 ans actuellement. Mon Yaya, est-ce que tu le vois quitter les Giants ou est-ce que pour toi c'est juste un moyen de mettre la pression? C'est un moyen de mettre la pression. Ça fait 2 ans qu'il veut être revalorisé parce que à son poste, c'est un des Bah, meilleurs. regarde, j'ai aussi les contrats, les joueurs les mieux payés à son poste. Il est 12e. Il a tout. Il a tout. Ouais. Oui, j'ai tout Il préparé. y a juste une chose, c'est que oui, il est 12e, mais si tu prends les notes PFF, il est 12e. Sur les notes PFF, l'an passé, il a fait effectivement Sexy Dexy, comme on l'appelle. Je vais faire sa petite danse. Évite peut-être. C'est un super joueur, mais là, il veut mettre clairement la pression pour avoir une revalorisation. Le coaching staff veut le garder, mais après, nul n'est irremplaçable. Il veut mettre la pression. Bah, écoute, maintenant tout le monde fait des offres. Faut regarder les offres. Et puis sinon, bah, écoute, c'est lui qui se tire une balle dans le pied après. Hein, donc, à voir. Ça fait partie des dramas toujours des off-season. Oui, toujours. Hein. Ouais, voilà. Et puis surtout, tu vois, il reste 2 ans de contrat. Alors, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien lu le contrat, j'ai regardé sur Spotrac, il y a 2 ans de contrat, mais il n'a plus d'argent garanti, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il n'a plus rien garanti sur son contrat. Bon, voilà. Alors, je vais lancer le petit sondage, le premier de la soirée. Vous, dans le chat, la question est simple. Où jouera Dexter Lawrence au début de la saison 2026? Chez les Giants, réponse 1. Chez une autre équipe, on n'a pas précisé laquelle. Réponse 2. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Ah bah du coup, attends, parce que là, du coup, vous êtes tous cachés, les amis. Voilà. On devient des sondages. Vous êtes devenus des sondages. Il y a des rumeurs, hein, il y a déjà les rumeurs qui sont sorties, donc voilà. Après, on fera les possibles. On fera les possibles destinations juste après. Mon Flo, même question. Dexter Lawrence, juste un moyen de pression ou tu le vois vraiment partir? Bah oui, je suis d'accord avec Yaya. Je pense que cette équipe des Giants là, elle est quand même hypante, hein, avec tout ce qui s'est passé sur cette intersaison. Alors je crois que on va couper ton micro si tu continues à dire des bêtises. Non, mais en plus on en discutait avec Mathieu ce matin. Mais il y a quand même quelques belles choses qui doivent arriver la saison prochaine. Ils vont récupérer Cam Skateboo. Ils vont avoir du coup 2e saison avec Jackson Dart. Je pense que c'est quand même un moyen de pression. Après. C'est la NFL, c'est le sport business. Voilà, il va essayer aussi, je pense, de jouer sa carte perso pour aller chercher le plus gros contrat. Est-ce que les Giants maintenant vont avoir le cap nécessaire et la volonté, en tout cas, de le signer ou de l'extendre? Ça, c'est une autre question, mais je pense pas que ce soit une décision de dire je veux partir. Enfin, en tout cas, j'aurais pas connaissance. Moi, peut-être que Yaya là, mais j'ai pas connaissance qu'il y a un conflit en interne de ce côté-là. Non, c'est qu'en fait, il veut 30 millions la saison. Voilà. Et les Giants ne veulent pas lui donner. Ouais. Clairement. Et surtout, maintenant. Il n'y a aucun c'est sûr que voilà. Et du coup, est-ce qu'on part sur une Chris Jones où il va faire un lock-up de 7 semaines et puis quand les Giants ils vont prendre la marée, ils vont dire attends, peut-être qu'on...
au bout de cette semaine, Alors- quand il y aura 0-7, il faudrait peut-être le signer finalement. Je sais pas. La grosse différence avec Chris Jones, c'est que Chris Jones, il a réellement, enfin, il manquait réellement, et puis son équipe avait besoin de lui pour avoir, pour aller aux ambitions qu'ils avaient réellement. Les Giants, ok, ils sont peut-être un peu plus hypants cette année. On va attendre un peu de voir ce qu'il y a. Oui, on a enfin envie de les voir jouer, de voir comment ils vont s'en sortir, mais pour autant, est-ce que le fait que ce joueur ne soit pas là l'année prochaine va vraiment les handicaper? Oui, ça pourrait leur poser problème en termes de ballons récupérés, de pression mise sur l'attaque adverse, mais derrière, quel est réellement le but des Giants? On n'est pas comme Chris Jones où le but c'était d'aller chercher un Super Bowl encore une fois. Là, le but c'est encore une fois de se développer tranquillement, progressivement, de ne pas griller les étapes. Donc, c'est pas vraiment la même situation non plus. Ah, complètement. Après, faut savoir que une des grosses faiblesses l'an passé des Giants, c'était la défense contre la course. Ouais. Et Pass rush aussi, hein. lui, pass rush, pas tant que ça, parce que Et Burns. t'as Burns, et en fin de saison, avec le changement de coaching, enfin de défensif cordeau, Carter s'est bien développé, et t'as Thibodeau aussi. Donc Ouais, Thibodeau, mais Carter. Sur la fin de saison, je trouve qu'il a. Ouais, sur la il a- fin de saison, je suis d'accord. Mais, Et je pense que ça dépend beaucoup des schémas. Thibodeau, lui, clairement, il est sur le départ. Mais je pense que, tu vois, s'il y en a un à trader, c'est plutôt Thibodeau. Après, Thibodeau, lui, c'est vraiment un edge pur, comme Burns. Et Carter peut un peu plus jouer à l'intérieur. Donc, Juste, je réponds à mon patron du mercredi, à savoir Matt de l'Afterfoot US, qu'on salue, qui me demande si on va parler des Rams. Alors non, je suis désolé, Matt, on parle pas des Rams ce soir. Non, alors sois pas désagréable avec les Rams, déjà. Voilà, hein, excuse-moi. Mais voilà. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. N'hésitez pas à aller réécouter l'émission d'hier sur l'Afterfoot US sur la chaîne YouTube. On a parlé pendant un peu moins de 2 heures. C'est déjà une petite exploit. On a parlé de la D1 et de l'Europe aussi. On a fait un large... Seb, j'allais dire. Julien était avec nous dans les commentaires hier sur l'Afterfoot US, et il peut vous garantir que l'émission a parlé aussi du foot en Europe. Donc allez écouter l'Afterfoot US comme tous les mercredis. Écoutez les previews de D1. Voilà, les previews de D1, les reviews de D1 avec Matt et avec Steph et Wake. On est tous les mercredis sur YouTube. De toute façon, les Rams, c'est rapide à dire. Hein. Les Rams, on a été chercher ce qui nous manquait, la secondary chez les Chiefs, qui marchait très bien. On l'a mis dans un poste qui marchait pas aux Rams. Fin de l'intersaison. Super Bowl l'année prochaine. Ou en tout cas, très bien placé, je pense, l'année prochaine. Moi, j'ai une question pour Yaya. Toi, justement, on parlait de Thibodeau. On nous annonce une draft qui pourrait avoir pas mal de trades. Donc, tu penses que le trade de Thibodeau pourrait avoir lieu pendant la draft? Peut-être un peu avant, mais le truc, c'est la valeur. Qu'est-ce que tu vas récupérer d'un gars qui est en 5e année, donc toujours le contrat rookie, qu'il va falloir reprolonger derrière. Je sais pas. En fait, ça va être la contrepartie. L'année dernière, en fait, à la trade deadline, ils ont cherché un premier tour de draft qui est jamais venu. Je suis pas sûr qu'ils obtiennent un first rounder, quoi, tu vois. Les Chiefs, s'ils cherchent un pass rush, ils ont 2 premiers tours de draft. Peut-être qu'ils trade down et ils prennent Thibodeau. Dallas aussi, c'est une équipe qui est vachement agressive sur des défenseurs. Ouais, mais sauf qu'on traitera jamais avec Dallas. On a même dit... Le directeur sportif des Giants ne traitera jamais avec Dallas. Non, mais faut. Il nous a dit on fera jamais rien avec les Eagles non plus avant Saquon Barkley. Non, mais attends, il n'y a pas eu de trade, il est parti libre. C'est pas pareil. Je sais bien. Après, tu vas pas renforcer. En fait, ça dépend de la compensation. Si le trade, il te propose une dinguerie, je sais pas moi, il te propose 2 premiers tours de draft. Vas-y, et tu l'amènes à JFK et voilà. Mais il fait sa valise. Ah oui, non mais moi, oui, complètement. Il faut pas déconner, personne ne fera ça. Bon, après, c'est vrai que Jerry Jones, c'est nul, mais quand même. Bon, vous êtes en train d'impressionner tous notre Victor, donc on va laisser la parole à Victor. N'hésite pas à t'imposer, hein, Victor. Oui, bonjour Victor. Ouais. Tu défonces Bonjour.
comme Cam Scatterwood devant une ligne N'hésite défensive. pas à troller les équipes que t'aimes pas. Voilà. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire un peu là dans la Parce que prochaine c'est- saison. Sinon, ça va pas le faire. Non, vas-y, on t'écoute sur Dexter Lawrence. Est-ce que tu le vois rester ou pas, toi? Moi, je pense qu'il va rester. J'ai regardé un petit peu. C'est ce qui se fait généralement. Il a rien à perdre. Enfin bon, peut-être un petit peu d'ambiance, perdre un peu quelques fans ou quoi que ce soit. Mais d'un point de vue business, il n'a rien à perdre pour lui parce qu'il va rester. Au mieux, il se prend quelques bifetons en plus et puis au pire, il reste quoi. Donc, c'est un petit peu voilà l'ambiance toujours des off-season. C'était exactement pareil justement avec les Bills l'année dernière, justement avec Cook qui était pas venu au camp et tout ça et puis au final il a signé un plus gros contrat et il est venu. Donc D'autre côté, c'est le jeu, quoi. D'autre côté, les Bills, un petit tour et puis s'en va en playoff, et puis hop, ça y est, il y a une victoire à l'extérieur. Hop. Par contre, tu vois, Les je me demande Giants, si un jour, les joueurs, ils vont pas manquer de levier sur leur négociation de contrat quand la Ligue voudra son 18e match de saison régulière, que tu auras un match de pré-saison en moins, il n'y en aura que 2, et que tu as toujours des... Toi, par exemple, là, on parle un peu de Lamar qui fait les workouts en ce moment, toi, chez les Ravens, qui faisait pas trop ces dernières années. Ouais. Ils vont peut-être, avec le développement de la Ligue, il y a peut-être un moment où ils perdent un peu de trucs sur lesquels ils peuvent jouer, eux, sur les programmes d'off-season, tu vois. N'oubliez pas, pour ceux qui sont dans les commentaires, hein, que ce soit YouTube ou Twitch, vous pouvez voter sur le sondage. Pour l'instant, on a 80% de Dexter Lawrence qui reste chez les Giants. Donc tout le monde croit plus au coup de pression qu'un véritable départ. C'est vrai que Après, très franchement, ces coups de pression-là, combien ont mené à des véritables départs et combien ont mené finalement à des petits coups de j'ai pas pression, la des stat. revalorisations ou des trucs comme ça. Je pense qu'on a Donc, plus eu des revalorisations quand même. Et voilà, c'est ça, c'est plus des revalorisations, voire des stand-by, on reste comme ça. Donc bon, Trey Hendrickson, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, et c'est resté comme ça, c'est resté tel quel. Là, il faut pas oublier que son année de contrat, justement, les 2 dernières années de contrat, elles ne sont plus... il y a plus d'argent garanti, donc même C'est pour ça. lui, c'est ça qu'il va chercher, c'est de l'argent garanti aussi. Il veut essayer de se mettre à l'abri et il veut sortir de ce contrat-là, donc c'est normal, c'est pas déconnant. Après, attention aussi, ne pas mettre trop le couteau sur la gorge des franchises. Elles commencent à être de plus en plus regardantes avec ça. C'est ça, hein. Elles l'ont toujours été. Il n'y a aucune franchise qui traite bien ses joueurs, ça se saurait quand même. En NFL, c'est le Si, pire de les tous les Browns. contrats. Les Browns traitent bien leurs joueurs. il a Oui, refait bah oui. Tout ça, Tu peux être chauffeur Uber, les Browns ils te prennent, paf, 250 millions de garantie sur 5 ans. Nickel. Non, alors ça c'est juste les kinés ça qui font ça. Franchement, Oui. je te trouve méchant parce que maintenant, les Browns, ils ont quand même signé un super joueur qui est resté juste parce qu'il avait envie de gagner un Super Bowl, je te rappelle. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. t'es Mais ils l'ont vilain. bien payé quand même. Ils l'ont bien Oui, payé. oui, bien sûr. Mais il c'est n'est pas resté. Il est pas resté grâce au salaire. Il est resté parce qu'il avait envie de gagner un Super Bowl. Il a fait. Oui, oui, c'est Oui, vrai. mais C'est tu vrai sais que qu'il c'était la raison. il est déjà dans les rumeurs de trade, Malice Garrett. Ah, On a 5 fait premiers plaisir tours. on a fait plaisir à Jiasu et on a parlé des Browns. On a fait notre point Browns de la Voilà. Jiasu Sachez-le, qui c'est toujours un à point la Browns. base est fan des Chiefs. Et des Titans et des Saints. Mais il avait envie de connaître un petit peu ce que c'est la défaite. Du coup, il s'est dit tiens, je vais compenser. Chiefs, Ah d'accord, ouais, trop facile. je croyais que c'était par rapport aux Saints que tu disais ça. J'allais Ah dire, non, grand amitié avec les Saints. C'est mon équipe de Netflix. Ça englobe tout. il y en a un qui Les va plus être à Saints. la prochaine conf de presse. Quoi. J'adore les Saints. J'adore les Saints. Je vais chercher la casquette s'il faut. Oui. Ah oui, elle est là. Voilà. Elle est petite. Hein. De d'ici, on la voit pas beaucoup, mais elle est là. Les Giants, ils en sont de leur cap space 6 470 000. Ils restent dans le cap space des Giants. Ils sont en 27e position au niveau des cap Alors space. vendre un petit peu Ouais, pour dégraisser. voilà. Mais d'ailleurs, si tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, bon, Je fais Yaya, du ce sera sport, pas la s'il te première. plaît. Je fais suffisamment de sport. Je suis en pleine sèche, donc s'il te plaît, je dégraisse. Dexter Lawrence, c'est déjà le joueur le mieux payé de l'effectif, non? Je pense que oui. Avec 30 Attends, je millions. vérifie. Non. Andrew Thomas.
Andrew Thomas. Je crois que c'est Andrew Thomas. Non, Dexter Lawrence. Ah bon, ok. Ouais. En cap number, 26 958 000. Après, c'est Paulson Adebo et Andrew Thomas, 3e. Et Brian Burns, 4e. Après, ce qui est sûr, c'est que, pour finir là-dessus, c'est que dans la construction que veulent se donner les Giants, il a quand même un rôle prépondérant, Dexter Lawrence. Donc, il va falloir aussi que eux se mouillent et qu'ils montrent ce qu'ils veulent faire réellement. Est-ce que c'est vraiment reconstruire tout, ou est-ce qu'ils veulent repartir un peu sur ce qui existait déjà? Parce que même qu'il soit là ou pas là, il a quand même une valeur marchande. Donc, oui, il a une valeur marchande, mais sauf qu'il y a juste une chose que tu oublies, c'est qu'il a 28 ans. L'année dernière, il a joué que 12 matchs. Moi, je suis pas sûr que si tu le reprolonges et à prix très élevé, tu te traînes pas un boulet comme il y en a eu d'autres fois. Et là, au prix où il est, très bien. Au-delà, je suis pas sûr. Très bien. Bon, ce sera là-dessus que C'est un pour peu l'instant nous. Oui, vas-y. Ouais. Non, j'allais juste dire justement pour. Ah oui, c'est moi. J'essaye de j'ai m'imposer. trop de monde. Non, t'as raison, vas-y, impose-toi. Non, je veux dire, c'est justement ça la question. C'est est-ce que ça vaut le mettre l'argent ou est-ce que justement la saison dernière, qui n'était pas non plus sa meilleure, est-ce que ça montre un peu sa redescente ou pas, ou c'était juste une saison un peu off qu'il a eu. Donc c'est le risque et c'est ça, c'est la décision des Giants, quoi. Après, est-ce qu'il ne va pas chercher un contrat aussi le temps que justement il a encore une certaine certaine aura. S'il rate une deuxième saison de suite, tu vois, derrière pour avoir un gros contrat, ça va être plus compliqué, quoi. Mais moi, tu auras 29 ans. Bon. Après, à la sortie de son contrat, il lui reste 2 ans de contrat. Ce sera. J'adore l'analyse de Prudente. Il n'y a pas meilleure analyse. Voilà. Prudente, tu nous dis de toute façon, peu importe la finalité, ce sera le pire choix des deux pour les Giants, comme à chaque fois. De toute façon, ils vont choisir le pire. Donc, bon, je ne sais même pas pourquoi on discute. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de discuter ? Dans un fan des Dolphins, je ne sais pas. Niveau mauvaise décision, il fait foi. Il se pose là. Il se pose là. Bon, les amis, voilà pour le premier sondage qu'on va arrêter. Donc, on est sur 80-20. 80% qui disent que Dexter Lawrence va rester chez les Giants. On passe au deuxième petit sujet. Alors là, mon Yaya, c'est toi aussi qui va le lancer parce que tu vas nous rappeler ta fantastique théorie du podcast de lundi soir, donc qui a été diffusé mardi. Tu nous as dit, eh ben pourquoi pas. Et finalement, si Fernando Mendoza n'était pas choisi par les Raiders, on rappelle que la cote actuellement chez les bookmakers de Fernando Mendoza chez les Raiders est à 1,04. Il faut se jeter dessus, là. 1,04. Elle était à 1,08 il y a 2 semaines, elle est passée à 1,04. La cote, c'est quoi ? C'est chez les Raiders ou c'est choisi en premier choix ? Non, chez les Raiders. C'est les Raiders en premier choix. Ouais. C'est une manière sûre de gagner 4 centimes. Ouais. Ou de perdre. Faut le voir comme ça. Mais voyez le bon côté, si ça se trouve, Yaya va vous faire parler. Si ça se trouve, Yaya va vous faire gagner beaucoup d'argent. Parce que si vous mettez qu'il est chez les Jets, là, c'est le jackpot. Vas-y, mon Yaya, c'est ton moment. Alors moi, en fait, je suis parti du principe que qu'est-ce que font les Raiders avec leur choix de draft de la daube. Donc, je me suis dit, pour une fois, ils vont faire autre chose. Comme ils ont pris Kirko et que Kirko est un quarterback solide, faire inverser le nombre de, enfin l'ordre de la draft, plus récupérer le 16e choix des Jets. En se disant, parce que comme ils ont des besoins un peu partout, ils ont besoin de lignes, mais ils ont besoin également de défense, de receveurs, tout. Pourquoi pas garder sous le coude Kirko en tant que titulaire pour développer cette attaque
et ne pas prendre de quarterback dès cette année pour pas le mettre au feu tout de suite. À côté, les Jets, c'est le candidat idéal parce qu'on sait à quel point c'est des desperados, ils sont capables de tout et n'importe quoi. Donc, c'est le candidat idéal à la dinguerie. Et si dinguerie il doit y avoir, c'est celui-là parce que je vois personne d'autre essayer de monter et avoir monté des packages intéressants pour les Raiders avec je ne sais pas combien de choix de draft sur des milliers d'années. Donc, moi, je suis parti sur cette hypothèse. Donc, pourquoi pas ça. Alors, vous y croyez pas, vous allez nous dire dans 2 secondes sur le sondage qui est maintenant en ligne. Les Raiders vont-ils échanger leur premier tour de draft 2026 ? Pourquoi pas ou non, vous êtes complètement fou. Voilà. Je sais pas pourquoi je trouve avoir... Je crois que Jassou, il est chaud ce soir. Il est chaud, Jassou. Oui, ouais, c'est un fait de tout le monde. Bon, maintenant que Goya nous a brillamment. Alors déjà, moi je suis désolé, mais non, mais vous êtes fou. C'est non, mais Yaya est fou plutôt, s'il te plaît. Hein. Non, parce que tu soutenais la théorie dans le dernier podcast. Alors, je le Ghetto soutenais qui est pas. fou. Ça balance. Oh, les Broncos, ça tourne sa veste. Hein. Ah, mais complètement. Non, mais Attends. Tu sais pas qu'il est conseiller municipal, il fait de la politique, cet homme-là. Donc voilà, attends, tu t'attends à quoi ? D'accord, c'est un politicien. non, Par contre, en fait, là où la théorie se tient, c'est que les deux franchises font de la merde avec leur choix de draft, donc forcément, ça peut arriver. Maintenant, ça va être quand même très compliqué le montage. J'y crois de moins en moins, même si la théorie me plaît et me régale. Et je me dis que si jamais ça se passe, punaise. Il va falloir qu'on ouvre des chaînes parce que y a tout le monde qui va venir nous écouter quand même, parce que là c'est vraiment c'est tiré par les cheveux, et quand tu vois les cheveux de Yaya, il a beaucoup tiré dessus. Donc j'ai tiré les oracles, il y a le 8 de coupe qui est arrivé qui me dit que les Jets vont le faire. Bon, Victor est en train de se dire de manière qui me semble, à moi, totalement raisonnable. Je suis tombé dans un podcast de gens qui n'y connaissent rien. Voilà. Non, mais si jamais on devait parler un peu de théories folles, j'en aurais créé quelques-unes aussi en venant. Ah, vas-y. Vas-y. Balance, c'est le moment. Non. Victor, il nous a quand même pas dit quelle équipe il supportait. Si, nous l'a dit. Si, je l'ai dit au début, mais en secret. C'est vrai qu'on n'était pas live encore quand je l'ai dit. Okay. C'est les Bills. Les Parce que tout le monde arrive pas à 21h30, tu vois. Ouais, mais oui. Oui, pardon, mon Victor, vas-y, je t'écoute. Non, et donc, disons que c'est une théorie où si jamais ça se passe, il y aura des documentaires Netflix qui vont être créés parce que ça fera vraiment, ça fera parler. Mais réalistiquement, quand même, de ce que j'ai lu, ils ont déjà envoyé le playbook à Mendoza pour qu'il commence à l'apprendre et tout ça. Kirk Cousins, il a dit que... Ça va pas les arrêter, les Raiders. Hein. Attends, mais tu crois quoi ? Attends, on envoie le playbook. Ils ont déjà envoyé le playbook à T.Y. Simpson, ils l'ont envoyé à Mendoza. Et Geno Smith, il a déjà le playbook des Jets, mais ça n'a rien changé aux Jets. Parce qu'au final, ça leur coûte rien d'avoir Kirk Cousins. Le problème justement, c'est que Geno Smith n'avait pas le playbook de l'année dernière. Donc ça, c'est un problème. Après, si tu envoies le playbook des running backs à Geno Smith, c'est normal, ça marche pas. Pas le bon poste, quoi. Mais donc, du coup, le Kirk Cousins, là, il leur vaut, ça leur revient à payer rien, vu que c'est les Falcons qui vont payer la plupart du contrat de l'année, enfin de la saison prochaine. Donc, du coup, autant qu'ils se prennent un super quarterback qui va être formé avec un vétéran qui a juste là et qui a fait le casse du siècle en y allant pendant 1 an, quitte à y rester un peu plus si besoin. Donc, j'ai du mal à me dire qu'il va avoir un gros coup de poker comme ça. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime la NFL aussi, hein, parce qu'il se passe toujours des trucs improbables. Il se passe toujours des dingueries. T'imagines quand même le plot twist aussi pour Kirk Cousins, qui, quand il est arrivé à Atlanta, s'est mangé un quarterback à la draft en choix numéro 8, tu vois. Là, s'il va chez les Raiders en se disant j'y vais pour encadrer Mendoza et qu'en fait, ils prennent pas de QB, c'est double plot twist pour le. Tu vois, aujourd'hui, là, il a fait une petite interview où justement, il
il parle un peu de Mendoza en disant que ce serait un QB intéressant pour cette franchise. Il sait très bien pourquoi là il vient, quoi. On va pas lui faire un couteau dans le dos, quoi. C'est que Clint Kubiak te dit il y a 2 semaines, il nous faut un vétéran comme Kirk Cousins pour encadrer Mendoza. 3 jours après, ils engagent Kirk Cousins. Si c'est pour pas prendre Mendoza derrière, c'est quand même un peu bizarre. Mais Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Le seul truc Mais qu'il t'es faut d'accord avec rappeler, tout le c'est monde, toi. qu'on parle des Raiders. Ouais. Mais la théorie je est suis- intéressante, surtout quand tu prends en compte que la prochaine QV de 2027, il y a des meilleurs QV encore que Exactement. Ça, c'est à prendre en compte, je pense. Mm. Et surtout quand t'as un mec en directeur sportif qui s'appelle Tom Brady, qui pourrait quand même mettre qui pourrait quand même dire, il va pas dire, ouais, Mendoza, c'est pas bien, parce que je pense qu'il a déjà donné son accord, mais surtout donc- comme dit Vince, c'est les Raiders qui sont complètement fous. On a vu l'année dernière les Browns en 2e reculer pour gagner des choix. Si demain il y a une équipe qui dit, écoutez, moi j'ai envie de prendre Mendoza et je veux votre premier pick, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à se dire on prend fin de premier tour, pardon, on va chercher un T.Y. Simpson qui pour moi est peut-être même... J'attends de voir, mais je pense que T.Y. Simpson il a une grosse marge de manœuvre par rapport à Mendoza. Ça c'est un avis différent. Mais donc voilà, c'est pour ça que la théorie d'Aya elle peut être aussi plausible. Oui. Bah, Moi, je la reformulerai quand même un petit peu. Oui, Je la pardon, reformulerai vas-y. juste un petit peu, excuse-moi, et après je te laisse là, mais plutôt que de prendre les 2 choix des Jets de cette année, potentiellement prendre le premier choix des Jets de cette année et le premier de l'année prochaine. Ouais, oui. Bah, ils ont 2 premiers tours cette année. Au moins, les Jets, ils gardent leurs 2 premiers tours cette année, ils échangent juste le 1 contre le 2. Mais l'année prochaine, par contre, ils donnent leur premier. Bon. Ouais. Comme c'est Ils une ont- grosse ils- QB de draft de QB, justement, les Ils Jets n'auraient pas vraiment besoin de premier choix, et eux, par contre, ils en auraient besoin. Ouais. Bon, après, si là, ils prennent numéro 1, enfin numéro 2, numéro 16, pour les Raiders, ça reste quand même plutôt intéressant. Hein. Tu te dis, au final, tu Oui. choisis en 2. Si vraiment tu n'as pas vu quelque chose chez Mendoza qui te dit, bon, bah, c'est mon QB pour plusieurs années, tu te dis, je peux faire une saison avec Kirk Cousins, et puis choisir en 2, choisir en 16, ça te permet d'avoir 2 très bons joueurs aussi pour cette année. La théorie n'est pas complètement fumeuse, soyons honnêtes. Après, Bon, je pense elle est que Brady aussi, il a besoin d'une star dans son équipe, quoi. Je pense qu'il a besoin d'une tête d'affiche parce que c'est un businessman aussi, donc il a envie d'avoir un QB de franchise qui va rester, qui va pouvoir rester pendant les 5-7 prochaines années. Bah alors, Moi, justement, je te suis sur cette théorie. Par contre, du coup, je me dis, et comme disait Julien, est-ce que vaut mieux pas attendre l'année prochaine? Parce que l'année prochaine, il va vraiment y avoir des stars. Il y aura du Arch Manning, il y aura du Trinidad Chambly, il va y avoir du Julian Sain de Ohio State qui est exceptionnel. Brady, Josh Hoover, le nouveau quarterback qui va prendre la suite de Mendoza, qui est très très bon. Bon, il faut qu'il gère un peu mieux ses... Enfin bref. À Oregon, là, le gars de... C'est une QV en 2027, c'est sûr. Mais Brady, tu as complètement raison que Brady, s'il connaît un star, il s'y connaît. J'ai essayé de poser une question à Flo, là. Je disais le QB d'Oregon. Il n'y est pas aussi non, il n'y est pas cette année. Il a dit qu'il prolongeait. Dante Moore. Voilà. Dante Moore aussi, qui est un peu un Lamar Jackson New Gen. Donc, il y a Marie dans le chat qui l'avait dit, Dante Moore. Oui, voilà, merci Marie. Et Marie l'a dit. Marie, moi, je partage beaucoup l'avis de Marie qui dit Mendoza est un peu un choix numéro 1 par défaut. Alors, parce qu'il a quand même sa hype, elle a été créée autour de son équipe qui a fait une saison incroyable. Et donc, du coup, forcément, le quarterback prend une place énorme. Maintenant, encore une fois, moi, je l'ai dit, tu avais Kurt Cignetti, qui est pour moi le meilleur entraîneur de college football à l'heure actuelle, qui a fait une équipe mais monumentale avec des joueurs qu'il a rapporté de James Madison où il était avant. À voir. Peut-être que je sais pas si les Raiders ont la pensée si lointaine, mais est-ce que finalement, comme c'est pas bête en vrai. Mais... Puis ils ont le Super Bowl qui revient à domicile là, quoi, dans 1 ou 2 ans là qu'ils ont eu le Super Bowl. 2028, je crois. Donc il leur faut un franchise super pour ça, c'est pour dire voilà. Ça a de la gueule, quoi. Tu disais, Vince, tu disais quoi tout à l'heure avant que je te coupe ? Non, je disais que Brady, effectivement, il avait besoin d'aller chercher des stars, clairement, et il s'y connaît en star, et donc il va chercher le fils du GOAT, forcément, l'année prochaine. C'est écrit. Le fils du GOAT, Julian Sain. Le fils, pas le neveu. Le fils. Oui, il y a son fils, il y a le fils, oui. Il y a le fils. Je sais pas quoi dire, je sais plus comment rebondir, bon bref. Lost, il va péter un câble. On est 6, on va finir à 4 à un moment.
Non, mais par contre, c'est vrai que ça a de la gueule et cette théorie, il faut y réfléchir. Après, dans les faits, je rejoins Victor, ça semble très compliqué à mettre en place. Tout est écrit pour que ça soit comme ça. Je rejoins aussi malheureusement l'avis de Flo, de Marie, qui dit que c'est un peu un choix par défaut. On dit que la draft, c'est beaucoup des choix de talent. Donc, tu prends le meilleur talent qui arrive. C'est le cas pour les 10 premiers picks dans les mock draft, à peu près, c'est ça, sauf Mendoza. Mendoza, c'est pas le plus gros des talents, clairement. Mais les Raiders en ont besoin. Donc, pour le moment, ça fit. Est-ce qu'ils iront chercher aussi loin et diront pourquoi pas? Est-ce qu'au contraire, ils diront on va attendre une année? Mais au risque, attention, au risque, et je l'avais dit dans le podcast lundi qui est sorti mardi, mais au risque de décevoir des Bowers et toute leur attaque qui est un peu jeune et qu'il va falloir commencer à créer et à fidéliser. Ouais, mais alors justement par rapport à ça, je veux bien Vince, mais si tu as un quarterback pas de ligne où c'est des portes de saloon et que tu vas détruire tes quarterbacks parce que tu as Kurko qui va certainement starter la saison avec son pied beau, je suis pas sûr qu'il soit capable de Tu es pas méchant, Kurko. Mais non, mais attends, il a eu quand même une rupture du tendon d'Achille à plus de 35 ans. Je suis désolé, mais il n'a plus la même mobilité qu'avant. Attention, dans le chat, ouais, tout à l'heure, il y avait Matt de l'Afterfoot US. Tu sais comment on le surnomme, Matt? Censurman. Je pourrais bien faire la même chose. Fais gaffe. Je pourrais m'inspirer de lui. Après, il y en a d'autres des QB qui n'étaient pas très mobiles et qui ont fini à cette Super Bowl. Oui, mais il y avait une ligne. C'était un talentueux aussi. Donc, en fait... Donc, et tricheur aussi, mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est pour le flashback de samedi, celui-là. Tu vois. Il y aura un petit flashback sur le Deflategate samedi. Non, mais du coup, pour conclure, est-ce que la question... j'ai pas fini parce qu'on va couper. Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être que c'est peut-être plus intelligent de récupérer des tours de draft et dès cette année pour gonfler la ligne, préparer pour l'arrivée d'un quarterback qui effectivement arrivera dans une attaque qui connaît et à qui où la pièce manquante c'est le quarterback, un peu comme ce qu'avait fait Kansas City avec l'arrivée de Mahomes. L'équipe elle tournait, il manquait juste Patoche pour sublimer cette équipe. Alors, Alex Smith donc comment il était pas avec Alex Smith, c'était bon, mais ça passait pas le cut et Patoche et hop, il est passé. Mais en fait, c'est ça, la finalité, c'est finalement, est-ce que ce premier tour de draft cette année, est-ce que c'est pas finalement plus un poison entre guillemets que... fallait gagner des matchs. Après, voilà, c'est ça. Et puis le problème, c'est que même avec un premier tour cette année, ils sont capables de nous refaire un premier tour l'année prochaine. Donc, regarde, Marie, ce que dit Marie est tout à fait juste. Elle nous dit, le pauvre Mendoza, il a le choix entre les Raiders et les Jets. C'est ça, même pour lui, c'est... Et le pire, c'est qu'il n'a pas le choix. Il a pas le choix en plus. Après, il peut nous faire une... on en connaît, ça va suivre le sujet qui était prévu, justement, là. On en connaît des mecs qui ont refusé aux Chargers pour aller aux Giants après, je crois. Non, il n'y en a pas des mecs comme ça à la draft qui ont refusé... Ouais, et puis tu sais quoi, ils ont gagné 2 Super Bowls. Voilà, donc c'est pour ça. Et bizarrement, il y a quand même des... Moi, je vois quand même beaucoup d'équipes qui sont un peu loose, quoi. 13 fois, le premier choix qui appartenait à une équipe a été échangé vers une autre équipe depuis 1967. C'est donc arrivé à 13 reprises. La dernière fois en 2023, avec les Bears qui avaient donné leur premier tour, enfin échangé, pas donné, leur premier tour aux Panthers de Caroline pour aller chercher Bryce Young. Il y avait aussi en 2016 les Rams qui avaient été chercher le premier choix des Titans pour aller prendre Jared Goff. Et donc le Eli Manning, rappelle-nous un petit peu, mon Yaya, le Eli Manning, parce que c'est un peu particulier. Il a été choisi par les Chargers, mais il a été échangé après avoir été choisi. C'est pour ça qu'il y a une petite astérisque, c'est que le trade n'a pas eu lieu avant la sélection du premier choix de draft. Oui, parce que Eli Manning ne voulait pas jouer pour les Chargers. Il avait dit non, mais moi, vous me sélectionnez, je ne veux pas jouer pour vous. Voilà. Et donc, ça a été échangé ensuite contre Philip Rivers, notamment. Toi qui connais bien Yaya, parce que moi, je m'étais renseigné sur le sujet, est-ce que c'est que Eli Manning ou est-ce que c'était de la part de Archie Manning qui disait aussi qu'il ne voulait pas le voir aller jouer, qu'il ne voulait pas qu'il aille aux Chargers? En fait, il a suivi la décision. En fait, c'est un peu tout parce que Archie,
c'était une vraie connaissance de la NFL et du milieu. Donc, c'est un peu lui qui a dit non, mais moi, va pas là-bas, tu vas t'enterrer, quoi. Ok. Donc, C'est ce que j'avais lu, mais comme tu oui, l'as c'est un peu dit, tout, mais après, la décision, le père peut décider ce qu'il veut, mais au final, il aille avec ses agents. Donc, mais effectivement, le père Manning a clairement déconseillé. T'es en train de dire que Eli Manning, c'est un peu le Shader Sanders, quoi, c'est ça? C'est exactement ça. Le qui Shader Sanders, Alors, juste une chose. à peu près. Alors, ok, tu vois, dans la famille Un qui a été Manning, choisi au 5e tour et l'autre au premier choix. Quoi. Mais bon, pour Ouais, ça va être pareil. Oh là là. et puis, il y a juste une chose. Le père Manning, il a joué aux Saints, donc il n'a pas gagné de Super Bowl. Son premier fils a gagné un seul titre de MVP du Super Bowl. Et Non, son deuxième son premier fils a dû arrêter le football américain parce qu'il avait une maladie. Cooper, Ah oui, c'est vrai. le père de Arch. Ouais. Le Cheddar Vanders. Mais oui, Mais bon, en tout cas, Jean-Michel à peu près, c'est exactement ça. ouais, en tout cas, il y a des bagues qui sont chez les Manning et il y a des titres de MVP du Super Bowl qui sont amenés surtout par Eli. Voilà. Putain, Shader Shader Sanders, elle est pas mal. Ouais. Voilà, tu vois, on t'avait prévenu, Victor. Par contre, on se calme quand même avec les quarterbacks qui ont évolué du côté de Colorado, hein, parce qu'ici on est pour Colorado. Voilà, oui. Sinon, donc, dans les années 2000 aussi, on avait eu Michael Vick qui avait rejoint les Falcons, un trade, donc, c'était encore les Chargers qui avaient le premier choix à ce moment-là. Comme quoi, hein, c'est quand même. Tu dis, les Chargers, ils ont choisi Eli Manning, ils ont choisi Drew Brees comme QB, et puis bon, bah, voilà. Ils ont choisi Matt Michael Ryan Vick aussi, non? Hein? Matt Ryan aussi, non? Matt Ryan, je sais plus. Drafté mieux quand c'était San Diego. En fait, c'est drôle parce que. T'inquiète pas, ça débarque. Dans 5 secondes, on y est, le FA. Oui. Les connaisseurs de football américain, quand même, en France, hein, que ce soit Nathieu, Yaya, ils ont aimé des mecs qui étaient aux Chargers au début. Parce qu'il me semble que Nathieu a aimé les Falcons sur Michael Vick. Donc, Oui. Si jamais il y a des trades de Chargers vers une autre équipe au premier tour, on devrait avoir quelqu'un de l'équipe qui devrait être fan de l'équipe, quoi. Voilà, logiquement. Quelqu'un qui va graviter autour de nous. Voilà. Ensuite, ça me permet de- C'était mon intervention. Merci. Je vais juste te dire une chose. Ça fait partie des équipes que je n'aime pas du tout. Les Chargers, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont partis de San Diego. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi de partir de San Diego. La ville la plus cool où vivre aux US, d'ailleurs. Alors, je salue Cory, et pendant que tu parlais de Nathieu, j'en profite pour vous dire aussi d'aller jeter un petit. Alors, évidemment, vous pouvez suivre ses réseaux sociaux, Nathieu, mais d'aller suivre aussi le site où j'écris quelquefois des articles, vandeball.com. Vous pouvez avoir aussi un site qui permet d'aller un petit peu plus loin que les vidéos, excellentes vidéos que Nathieu nous propose sur les réseaux sociaux. Juste avant de passer au foot européen, Victor, tant qu'on est en train de parler de vidéos et de réseaux sociaux, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu ta page Instagram et TikTok? Oui, tout à fait. Donc, c'est Zone Rouge avec Victor. Ça fait depuis novembre ou décembre que je fais des vidéos sur le football américain. Il y a vraiment de tout. Hein. C'est vraiment, ça peut être des films qui parlent de football américain, ça peut être quelques règles. J'essaye de pas trop faire de l'actualité parce que Ça, c'est nous. je suis pas expert. Tu nous la laisses. Ça, exactement. Je suis pas trop expert, donc du coup, je me sens un peu... c'est un peu difficile pour moi d'en parler vraiment de ce qui se passe très actuellement. Mais voilà, c'est plus du divertissement sur le football américain. Très bien, et donc vous retrouvez sur TikTok et sur Instagram pour le moment, et peut-être YouTube bientôt à venir avec Victor. Bon, Jus, on vous représentera à la fin, Flo et Jus, Spring Football News, French Touchdown, tout le monde vous connaît de toute façon. Canap Sport. Voilà. Ouais. Et Canapé Sport, vous êtes connu comme le loup blanc.
dans le petit monde des influenceurs et des médias. Mais d'ailleurs, de Victor, il faut souligner que moi, je le connaissais des réseaux et je l'ai rencontré. Enfin, on n'a pas eu le temps de discuter, mais on s'est vu à la conférence de presse des Saints. Conférence de presse. Et il a été lancé dans le grand bain parce qu'il s'est retrouvé à côté de Freeman et de Samy. Et alors, pendant la conf de presse, on n'entendait que dans toute la salle. Ça m'étonne vachement de Samy et de Freeman. Franchement, solide. Victor, premier dans le grand bain, il découvrait tout, paf. Il a été avec les meilleurs. Ouais, Alors que j'avais mon écrit Wake, quelques petites questions. Ouais. J'avais écrit quelques petites questions sur mon carnet et je me suis fait bisu parce que justement j'étais venu préparer. Donc ça m'a rentré direct. Je te rassure, Wake avait prévu quelques questions. Oui, je sais, parce qu'il me les a fait relire. Donc, non, mais c'est très bien, parce qu'il faut rappeler quand même que Wake y allait au début aussi pour nous. Donc voilà, je le remercie encore. Bon, ça ne lui a pas demandé un gros effort de dire oui, mais quand même, ça nous a fait plaisir qu'il y soit pour nous. Bon, les amis, on va parler un petit peu de FA, de LF. Non, pas de LF. LF, c'est L, c'est la Feu Ligue. C'est L, c'est L de LF. Ah si, on a eu quand même. Si, tu peux en parler. Ouais, alors c'est la dernière fois qu'on après, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on en parlera parce qu'il y aura encore un peu des histoires judiciaires à venir, je pense, dans les mois pour le F. Mais c'est vrai que là, il y a le truc avec DAZN, que DAZN a enfin officialisé qu'ils diffuseront plus de LF. Et plus de Game Pass. Ouais, tu vois, moi, j'étais un des rares à avoir claqué 120 balles pour acheter un ELF Game Pass pour ce que je fais. Ça, c'était très utile. On est plusieurs. Et donc là, ils ont officialisé qu'il n'y en a plus. Quoi. Donc, si vous attendiez que le match est fini. Le troisième sujet, dernière signature chez les Lights et les Mousquetaires. Je vous ai fait une petite infographie, notamment des dernières signatures chez les Paris Lights, avec Tidangelo, avec JJ Hop, avec Peter Lundstrom, avec Davidson La Rochelle et avec Darian Simmons en coordinateur défensif. Donc les 4 premiers, c'est des joueurs. Le 5e, c'est le nouveau coordinateur défensif. Notamment, on vu l'arrivée de JJ Hop, qui est l'un des très bons receveurs de la Ligue mexicaine. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de regarder ce qu'il a fait en LFA, mais oui, apparemment, là, il a fait Triple Crown sur la dernière saison de LFA. Donc, la ligue mexicaine qui s'appelle la LFA, c'est quand même une ligue assez sérieuse et professionnelle qui, d'année en année, quand même, grossit. Et on sait qu'on avait déjà eu pas mal d'Américains qui ont évolué en LFA, qui viennent jouer en Europe. Donc, ça ne nous surprend pas de voir quand même ce genre de move. Après, pour l'instant, je n'avais vu aucune tape de ce joueur. Donc, et Davidson a été annoncé aujourd'hui chez Paris Lights. Davidson qui jouait avec les Paris Musketeers ces dernières qui en ce moment au Flash, quoi. Et qui en ce moment au Flash de la Courneuve, qui va alors, ne ratez pas le match du Flash ce samedi. Au stade Blaise Matuidi contre les Molosses d'Asnières. Je vous envoie encore une fois l'After Foot US pour la dernier match du samedi à 20h. Voilà, avec notamment une très belle affiche. Très belle affiche, littéralement. Une très belle affiche. On dira que ça. Et pour le reste, vous allez bien évidemment sur le compte de l'After Foot US. Oui, ou le compte du Flash aussi. Ça, c'est pour les Lights. Et cette semaine, chez les Mousquetaires, qu'est-ce qui nous est arrivé? Il nous est arrivé Alexis Olavio. C'est un joueur de D-line, un D-line finlandais. C'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Un D-line finlandais, Marko Ilic, le DB serbe, Dean Faithfull, le kicker anglais, Tambo So aussi en tight end, ça c'est plus pour le développement, c'est un tout jeune tight end, et Shekuso qui a été annoncé aujourd'hui, qui était déjà là les dernières saisons avec les Paris Musketeers et qui reviendra donc cette année. Alors j'ai une petite question, les amis, et je vais vous faire participer dans le chat. On a donc eu l'annonce de Dean Faithfull, pardon. Alors, Dean Faithfull, c'est un petit peu particulier parce que c'est donc le nouveau kicker des Paris Musketeers. C'est un ancien joueur de soccer. Il a joué notamment en 2e division belge au soccer. Il a joué au Costa Rica. Il a joué aussi à Trinidad et Tobago, je crois, au soccer. Il a fait une formation NCAA de soccer. Ensuite, il a basculé en foot US. Il est retourné dans le système universitaire. C'est devenu le plus vieux joueur de division 2 universitaire américaine. Il était à 34 ou 35 ans. Et il a donc ensuite été drafté en 2e position en CFL par Edmonton comme kicker. Les Paris Musketeers ont donc décidé
de placer, de prendre un rôle d'import européen pour un kicker. Est-ce que ça a été beaucoup discuté comme choix. Est-ce que c'est bien d'aller dépenser un poste d'import qu'on sait limité sur un poste de kicker? Pour toi, mon jus. Bah, je comprends Il le y a un move. petit sondage, donc je mets le sondage en même temps. Faut-il Sonde. Voilà, je sonde en Parce même que temps. c'est vrai que dans les ligues européennes, on va pas aller normalement utiliser un slot d'import européen, et encore moins d'américain, pour un kicker. On fait avec les kickers qu'on a chez soi. Or, un peu le gros problème général du football américain en Europe, c'est que aux entraînements, la phase de special team est souvent mis en retrait. Encore plus les kickers, on peut practice les returns et tout, surtout qu'en fonction des championnats, il y en a, ils ont les règles NCAA, les autres les règles NFL, donc il peut y avoir des ajustements différents sur les règles. Mais vraiment sur le poste de kicker, on le voit nous en D1. Voilà, dans l'after foot US, vous faites pas les éloges des kickers de D1. Enfin, J'ai fait l'éloge de voilà. Mathis Dupont il y a 2 semaines. Voilà, non, mais voilà, on a Mathis Dupont qui était justement un kicker de D1, qui a pu jouer avec les Paris Mousquetaires en ELF, donc on peut juger justement de ce que c'est un kicker français qui joue au niveau européen. Et on peut comparer justement aux autres Européens qui ont évolué en ELF ces dernières années. Même si Mathis a fait du bien quand il est arrivé, justement, il venait aussi combler un manque, il y avait quand même un écart de niveau avec ce qui se faisait en Allemagne ou ailleurs, quoi. Donc là, en fait, on sent quand même que c'était encore un sujet un peu piquant sur certains matchs où fallait aller chercher des drives et se mettre à portée de field goal et réussir des field goals un peu plus longs, tu sais, du 45 yards, voire du 50, ce que tu vois justement quand même en ELF, quoi, ces dernières années. Et je peux comprendre que tu vas chercher quand même un meilleur kicker qui est en capacité de t'apporter ça. Ça te coûte un slot d'import, c'est un peu cher. C'est toujours mieux de mettre ça dans la O-line, dans la D-line, dans d'autres besoins. Mais Dean Faithful était quelqu'un en plus qui avait justement organisé avec les Paris Mousquetaires des camps de formation pour les kickers. En dehors de la longue carrière que tu as résumé qu'il a eu, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de camps justement pour trouver des kickers, en détecter et en former. J'imagine même que peut-être c'est sûr, il y a des Canadiens qui ont dû faire peut-être des camps avec lui. Mais justement, je te coupe une seconde, mon jeu. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi ce rôle-là? J'en ai pas discuté, hein, pour être honnête, avec John Booker, mais est-ce qu'il n'y a pas ce rôle de se dire, il peut peut-être aussi, on peut peut-être aller chercher un kicker, un jeune kicker français, et le former pour les années futures avec Dean Faithful? Pour avoir été au tryout, il y a eu deux kickers qui, à mon avis, ont tapé dans l'œil de John Booker. Et en plus, c'est des kickers. Il y en a un, j'ai plus son nom. Je sais que son prénom c'est Sébastien. C'est un très bon joueur de rugby. Il a fait des field goals incroyables au tryout. Mais je suis pas sûr qu'ils sont sur le point de mettre un mec qui a fait que du rugby en football américain à ce niveau-là, avec toi 6 équipes ultra compétitifs, alors que justement là ton problème cette année sur Special Team, c'est de dire il faut qu'on passe plus de field goals, les matchs vont être serrés. Si on est à portée à 40-45 yards, il va falloir qu'on passe ces field goals là, on peut pas se permettre. Donc en fait ça va pas être même si Mathis Dupont a progressé avec ce qu'il a fait en ELF, je pense qu'ils se sont peut-être dit on va pas atteindre nos besoins avec Mathis Dupont. Et même s'il y a des bons joueurs de rugby en France qui peuvent passer sur un poste de kicker en football américain, c'est pas dans cette saison qu'on le fera. Donc c'est des circonstances, et c'est vrai qu'au final, il y a les Vienna Vikings qui, eux, pareil, testent souvent des kickers de soccer. L'année dernière, ils ont fait jouer, je crois, 2-3 kickers, les Vienna Vikings. Des fois, ils ont des mecs qui sont depuis longtemps dans le football américain chez eux en Autriche, ils sont très bons. Mais je sais que l'année dernière, pareil, j'ai plus envie de dire, mais c'est quelque chose pour moi qui est compréhensible en l'état, parce que quand tu vois justement le recrutement qui est fait aussi chez les autres équipes, je pense que les field goals vont devenir très importants cette année, quand même. Clairement, dans une ligue où normalement l'écart entre équipes est pas très large, c'est ce que dit Marie, hein, c'est hyper important dans les matchs serrés. Quand tu sais que tu as 2 points de retard et que tu as un kicker qui est capable de te passer un field goal de 50 ou de 55 yards, forcément, c'est sûr que comparé aux 30, parce qu'il faut voir que les Mousquetaires, même avec Mathis, ne prenaient pas beaucoup de field goal, hein. Il jouait beaucoup de 4e tentatives, mais il jouait très peu il prenait très peu de field goal. Donc la première saison contre les Galaxies, on croyait que le match était gagné et il y avait plus 1 point, et le kicker des Galaxies claque qui le met sur le buzzer, et je peux dire ça a climatisé tout le monde, hein. Et il est venu le temps des cathédrales. Non, il est arrivé aussi
L'an dernier, avec les Galaxies, il s'est repassé la même chose. Le match à Francfort, encore une fois, on le perd à la dernière seconde sur un field goal de Rimler. Donc, ça se reproduit année après année. Clairement, le poste de kicker, il y avait un besoin. Tu imagines aussi que Jack Del Rio, justement, après une saison d'analyse, s'est dit c'est le truc qui va manquer dans les matchs serrés, sachant que tu vas jouer des équipes compétitives. Les points que tu vas prendre avec les field goals vont être très importants. Tu peux pas te rater, surtout quand les autres équipes ont des kickers plutôt solides. Quoi. Il y a Ptibert qui nous demande des nouvelles de Mathis Dupont. Alors Mathis joue avec le Flash, va finir la saison avec le Flash de la Courneuve. Je tomberai pas de ma chaise en apprenant qu'il signe chez les Lights. Je n'ai pas d'infos, je lui ai pas demandé, mais ça ne m'étonnerait pas particulièrement qu'il soit pris chez les Lights, qui n'ont pas encore annoncé de kicker. Ça reste un kicker fiable en France, donc je pense que voilà. Après, eux, c'est une ligue aussi où il y a plus de flexibilité sur règles d'import et où là, aller claquer un slot d'import pour un kicker, ça serait pas étonnant en fait. Oui, tu prends le meilleur kicker qui est dispo, surtout si tu as un QB qui est pas élite, tu vois, ça pourrait se faire. Ce serait pas choquant dans une ligue comme ça. S'il y a quelqu'un qui veut réagir, Flo, Victor, je ne sais pas où vous en êtes de vos connaissances de foot européen, donc vous n'hésitez pas. Même juste ce que vous pensez de l'importance des kickers, parce que pour le coup, le poste de kicker, peu importe le niveau, tu remarques à l'UFL, en UFL, chaque week-end, tu as des mecs qui passent 3 field goals, ou là, comme Houston, le mec qui fait gagner son équipe avec 5 field goals et met le game winner à 2 secondes de la fin à 50 yards. Donc peu importe le niveau, je trouve que c'est un poste qui est important, quoi. Je suis d'accord, moi, dans tous les cas, avec ce que dit Julien, et on l'a vu aussi au Super Bowl, on a vu que Brandon Mayer, finalement, même si tu as des field goals qui sont quand même prenables, voilà, à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que ça n'allait pas être le kicker MVP? On se rappelle justement, Victor, fan des Bills, des fameuses 4 finales d'affilée avec je crois que c'est Norwood, le kicker. Scott Norwood, voilà, qui rate face aux Giants, d'ailleurs. Oui, et oui, le premier match que j'ai regardé de ma vie, vous étiez pas nés tous. Ah ouais, non, on n'était pas encore là. S'il y a que Flav qui était né. Pour dire que le rôle de kicker, il reste quand même très important, surtout dans les décisions de match où tu as 3 points à mettre. Comme l'a dit Marie aussi dans le chat, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais Harrison Butker chez les Chiefs, il a grandement participé à ce que les Chiefs soient aussi performants, parce que quand tu gagnes tes matchs pendant un an avec moins d'une possession d'écart, c'est pas à chaque fois 7 points, parfois c'est 3 points. Et voilà, donc, les Broncos aussi sont contents d'avoir Will Lutz. Ouais. Moi j'étais plus team Mac. Non, on est forcément team Will Lutz ici, si on censure Manari. Will Lutz, les Saints, mais il est parti. Il y a juste une chose, quand vous parlez de kicker, vous êtes tous à parler des field goals, des transformations, ok, super, mais il y a aussi les coups de pied d'engagement où, tu vois, c'est pas pareil d'engager quand tu es à 1 yard, ou enfin de renvoyer la balle sur les 1 yard, ou après complètement prendre une pénalité, et que derrière, en fait, l'attaque, au lieu de commencer sur les 20 yards, c'est sur les 30, tout ça, quoi. Je veux pas Après, avec les nouvelles réglementations, ça change pas mal quand même. Ouais, mais je veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais là où Yaya a raison, c'est que si on se rappelle, et Jules s'en rappelle très bien, j'en suis sûr, du match de Francfort l'an dernier, là où les Mousquetaires perdent le match, c'est aussi parce que le coup de pied d'engagement part directement en touche. Tu vois, et que du coup, ils commencent leur drive sur les 40, sur leurs 40, et qu'en 3 jeux, parce qu'après il y a une pénalité, etc., en 3 jeux, ils sont en position de field goal, alors qu'il restait 40 secondes à jouer et qu'ils avaient l'avantage. Donc forcément, on s'en rappelle de ce match-là. Et ce jour-là, je me rappelle du podcast débrief du lundi qui était peu joyeux. C'était pas la fête. La précision à avoir quand même avec l'hybride kick-off. Donc, c'est sympa. Et pour rappel, de manière générale, je crois que c'est Julien qui l'avait dit, mais les special teams en Europe, on est à la rue, on est à la ramasse, et on n'arrive pas à les travailler. On n'a pas le temps de les travailler. Il y a plein de choses qui font que on ne le fait pas. Donc là, je trouve que le move, il est intéressant. Oui, ça prend une place dans le roster. Derrière, si c'est pour assurer quelques points par-ci, par-là, en fait, on n'en parlera même pas. L'année dernière,
tu l'as dit, il y a beaucoup de quatrièmes tentatives qui sont jouées, mais pourquoi? Est-ce qu'on a réellement une confiance aveugle en Mathis Dupont? Je ne suis pas convaincu. Donc là, si c'est pour avoir cette confiance en ce gars-là et qu'il nous permette de rapporter quelque confiance en chose. Mathis qu'en Benjamin. Mais ça, Mais t'as pas connu voilà, Benjamin donc- Bonneau. Non. c'est pas- Ah si, oui, tu m'en Saison avais parlé. 2023, oui, bah là c'était vraiment un problème quoi. Mais non, Enfin, mais au reste de la voilà. ligue. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si ça permet d'avoir quelques points en plus à la fin du match, mais ça sera tout bénef. Ah, c'est certain. Alors, il y a Tibert qui nous demande, et juste précision, mon Flo, hein, même si Will Lutz ne fait plus partie des Saints, une fois qu'un joueur a porté le maillot des Saints, il reste un Saints. Hein, donc, il n'y a pas de Même souci. s'il va aux Falcons après. Même s'il va aux Falcons après. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Il nous aidera juste à gagner de l'intérieur. C'est pas grave. C'est un espion infiltré. Et je rappelle, hein, le meilleur d'entre nous qui nous a quittés, mais pour rejoindre les Seahawks, c'est pour être champion, le Bien sûr. Saint. Rachid Shahid. Non, le meilleur joueur des Saints que moi j'adorais, mais qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, c'est Latavius Murray. Eh oui. Eh oui. Oui. Ouais, c'était un Très bon grand joueur. running back qui a fini Oui. chez les Ravens. Alors, Chez Bills, pour, même, qui a fini chez Bills. oui, il a joué chez Bills. Autre question fini de chez Bills. Tibert qui nous dit: a-t-on des nouvelles de Maungu, Larose et Wadji Saïd? Alors, Maungu. Wadji Shahid, il est au Flag. il joue chez les Molosses au Flag. Wadji Saïd joue au Flag aussi chez les Molosses, mais je suis pas sûr qu'il ait déclaré Non, pour moi, parce qu'il est en équipe de France de Flag Football maintenant. Oui. Wadji est en équipe de France, ça c'est sûr. Anthony Maungu se consacre au Flag, donc normalement, C'est on ne pareil. devrait pas le voir cette année. Florian Larose. Il était sur la croisière de la Seine. Florian Larose, je ne serais pas surpris que d'ici moins de 15 jours, on nous l'annonce dans une des équipes de Paris. Voilà. J'ai pas l'info. Hein. Après la Rose, il est très concentré sur le flag aussi. Hein. Oui. Ne pas oublier pour Mais recadrer que le flag, la hype, c'est les JO en 2026. Hein. Ouais, puis même la Puis Quantum, 28. c'est 2028. 28, c'est la je dis Coupe du 26, Monde à 28, Düsseldorf, 28, quoi. Donc, Non, mais Alors, lui, 2026, il fait les JO d'hiver, en fait, de Flag. C'est au même endroit, Vince, mais c'est pas la Le même flag, compète. le flag, pourquoi pas, après tout. Alors, C'est du juste fait, une ouais. question. Sur patin. Ouais, il y a juste un truc, c'est que vous êtes tous sur le Flag, mais vu que c'est que des receveurs, vous ne croyez pas qu'ils ont peur d'un certain DB d'Orléans? Bah, moi, ce que je vois, alors Wadji, c'est Multitool. un DB, mais ils ont, tu vois, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de DB qui se consacrent au Flag parce qu'ils savent qu'il y a déjà un spot pris en équipe de France, surtout. C'est ça le truc. Ah, c'est dans ce ouais, sens-là que voilà. ça va. Ouais, C'est que d'accord. Wake, il a déjà loqué quasiment toute la ligne défensive. C'est lui, de toute façon. Donc, Oui. Et le poste de quarterback aussi, du coup. et le poste de QB aussi, au cas où Anthony Riquin est prévenu. Hein, de toute façon, je pense que Wake prendra sa place tôt ou tard. En parlant de prendre sa place et de joueurs qui ne seront pas chez les Mousquetaires cette année, nous avons appris, et là j'ai pris l'incrustation de la Jack TV, je remercie Brice Jack, André Coquin qui nous a gentiment déjà identifié sur le poste et qui nous a permis d'utiliser son poste. Donc Maceo qui signe, mon cher Jus, non pas avec les Mousquetaires, non pas avec les Lights, mais avec le Nordic Storm. Ouais, bah Maceo là qui venait de faire le training camp en UFL avec les DC Defenders. Donc bah malheureusement, on aurait bien aimé qu'il reste en UFL pour jouer à ce niveau-là, mais bah, il a été cuté. Donc là, on imagine qu'il a un peu réévalué ses options, peut-être justement d'être appelé ou pas pendant la saison ou de revenir jouer en Europe. Bah, on aurait bien aimé le voir à Paris hein, parce qu'on sait que c'est un très bon joueur. Et qu'il y a des besoins en poste de DB en plus. Il y a des besoins énormes. Avec la Ligue là, à 6 équipes, on le voit là, les Munich Ravens sont en train d'assembler une escouade de DB qui est hallucinante. Ça va être très, très, très fort, les Munich Ravens, à tous les niveaux, je pense même. C'est incroyable. Et donc là, le Nordic Storm, ça en fait, on a déjà fait une excellente saison l'année dernière. Bah, malheureusement, tu vois, c'est aussi un peu justement un challenge pour une équipe qui était arrivée. Il y avait 16 équipes l'année dernière. Eux, on passe de 16 à 6. Faut reconstruire et tout un peu. C'est un sacré chantier, le Nordic Storm, mais c'est une franchise très bien gérée. J'aime bien ce qu'ils font. Donc là, bah, génial, quoi. Le move qu'ils ont fait là, c'est bien, ça les renforce, quoi. Ils ont eu aussi un peu des pertes, parce qu'eux, ils ont dû perdre des mecs qui sont allés un peu dans les deux ligues, là. Donc ça les renforce aussi après des petites pertes, quoi. Ouais, très bien géré le Nordic Storm, ouais. Ouais. Et pour Munich, ils ont notamment signé Tony Anderson. Ryan Fire. Ils ont signé Divine Burkham, là, qui a un apport américain qui est excellent. C'est signé un stade, eux. Oh, bah oui, ils ont un stade. Oui.
On a quand même deux très bons DB français qui vont aller renforcer des équipes étrangères. C'est un peu rageant, non? On aurait pu Tony Anderson et Maceo, on aurait pu les avoir chez nous. Ah bah oui, ça, si t'as ça en slot local, oui, ça t'évite. Surtout qu'en plus, on a encore une fois, on est à Marko Ilic qui a été annoncé, le DB serbe. Oui, que pas mal. C'est des bons joueurs. Les Serbes, les DB, il y en a souvent eu des bons en ALF, que ce soit dans plein d'équipes. Ils sont très grand, Marko Ilic. Donc voilà. Après, il y en aura d'autres qui seront annoncés. Encore une fois, les Mousquetaires ont repris l'entraînement, si je ne dis pas de bêtises, lundi ou mardi. Ils ont fêté l'anniversaire du coach, Jack Del Rio. C'était cool. La vidéo était sympa. C'était cool, là. On sent que Del Rio, franchement, ce qui est cool, c'est que tu vois, il est bien. Il a l'air d'être content d'être là. Il est tu vois, parce que ça serait le gros défi, justement, de dire tu fais venir quand même un poids lourd de la NFL et que le gars, il déteste l'environnement, la culture, il sent aucune connexion. La chance, c'est que c'est quelqu'un qui est passé chez les Saints. Il y a toute cette histoire de connexion, justement, avec les Saints qui est incroyable en ce moment et qui va monter en puissance jusqu'en octobre. Et en fait, le personnage est ultra impliqué dans ce qui est en train de se construire relationnellement entre les deux équipes, tu vois. Donc, c'est génial, je trouve. Et on va le réinviter dans le podcast cette année pour lui demander à quelle boulangerie il a été et à quel niveau de Duolingo est-ce qu'il est. Notre ami Jack Del Rio qui nous confiait que sa femme était derrière lui tous les jours pour vérifier qu'il faisait ses leçons de français sur Duolingo. Donc on va essayer de vérifier ça avec lui pendant la saison. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer parce que c'est quelque chose qui va se populariser. On devrait avoir normalement accès plus facilement à des interviews, etc. cette année avec les Paris Musketeers notamment, que ce soit joueur, que ce soit coach. Donc ça pourrait être... on aura évidemment toujours le podcast lundi soir pour revenir sur les matchs du week-end, mais on devrait aussi pouvoir plus facilement interviewer les joueurs et le staff des Mousquetaires. Donc ce sera une bonne chose, évidemment. Si vous aimez le foot européen, vous pouvez déjà prendre vos places pour les 3 premiers matchs à Bauer, à commencer par celui du 23 mai face aux Prague Lions, où on va retrouver un certain Jalen Henderson. On passe à l'UFL, mon cher. Juste un truc avant, justement pour rebondir sur l'annonce que le DAZN a dit, il n'y a plus de LF sur DAZN, donc était là, on regardait les matchs avec le Game Pass. Après, il y avait d'autres moyens, parce que le LF était quand même assez fort pour aller chercher des plateformes de diffusion. Donc là, on se rapproche quand même d'un kick-off en Europe, 40 jours à peu près pour les deux ligues. Il y a quand même, à nous, à notre niveau, on informe les gens et tout, les ligues, les équipes aussi. C'est tout ce qu'on a échangé dans les podcasts avec John McKeon et John Booker. Les équipes font leur travail aussi niveau local, niveau national et tout. Les ligues font leur taf. Mais là, quand même, ce mail, c'est quand même pas rien. Parce que justement, moi, il y a quelques semaines, voire il y a un mois ou deux, je discutais avec des gens sur des Discord et puis on se dit, mais on commence à voir des gens qui se font renouveler automatiquement leur Game Pass ELF. Donc on a dit un peu sur les réseaux, tout le monde communique à son niveau pour dire aux gens, désabonnez-vous. De toute façon, on sait tous qu'il n'y aura pas de match ELF depuis le mois de septembre dernier. Donc on dit aux gens, moi j'avais fait un tweet, pensez à désactiver votre renouvellement automatique au cas où, parce qu'il n'y avait pas des milliers de clients non plus. Peut-être que je crois que sur l'année 2023, il disait qu'il y avait quand c'était encore à l'époque des Team Pass, donc peut-être qu'il mélangeait, il disait qu'il y avait entre 10 et 15 000 personnes qui prenaient des Team Pass, des Game Pass, c'est quand même pas rien quoi au final. Donc on a dit désactiver. Et donc là, 2 mois plus tard à peu près, DAZN communique. Et c'est pas rien, je trouve, parce que là, actuellement, à l'approche des kick-offs, il n'y a toujours pas eu d'annonce faite par les deux ligues, donc que ce soit l'UEFA ou la FLE, concernant leurs moyens de diffusion, où est-ce qu'ils vont diffuser. Donc on se doute que qu'on va sur les sites internet des deux ligues, il y a des pages streaming, donc il y aura dit un peu, si vous avez connu l'ELF au début, les 3 premières années, vous allez sur le site de l'ELF, il y avait un bouton streaming, il fallait acheter les matchs et tout, les machins. Mais je trouve qu'avec tu reçois ce mail-là, tu t'attendais peut-être, tu n'as rien suivi, imagine, un scénario, il y a peut-être des fans comme ça, tu n'as rien suivi, et DAZN te dit, il n'y a plus de LF, tu étais en mode, ah putain, ça va être la draft NFL, et j'enchaîne avec l'ELF, et l'ELF, merde, ça n'existe plus. Donc, c'est pas, vas-y, j'imagine que c'est quand même minoritaire, les fans comme ça, les fans, pour le coup, s'informent très bien. Mais au final, c'est à ton moment où justement les nouvelles ligues, elles n'ont rien mis en place. Alors là, moi, je m'attendrais à ce que l'UEFA, qui est un peu plus avancé, pourrait peut-être communiquer en premier à dire nos matchs sont diffusés là, ça coûte tant, patati patata. Cette année, on ne coupera pas quand il y aura prolongation. C'est pareil. Et ce sera un bon produit, il y aura des highlights sur YouTube. Et la FLE, pareil, rien, il n'y a rien. Là, actuellement, vous êtes un fan d'une équipe de football européen, peu importe la ligue, les ligues n'ont pas communiqué où vous allez regarder vos matchs. Et je trouve ça lunaire.
Là, faudrait je comprends même pas qu'il y ait quelqu'un qui ait sauté sur l'occasion, comme on a vu un peu durant la off-season. Toi, la FLE qui a sauté devant le FA quand ils ont cancel leur schedule, la FLE qui a annoncé le lendemain, ça, ils ont pris une semaine d'avance. Mais pourtant, ils disent qu'ils ont justement des dialogues en cours, ils ont signé des partenaires. Du côté de l'UEFA, ça serait justement avec David Gandler et les investisseurs anglais et tout, qui disent qu'il y a des millions sur la table. Fubo TV, donc ça serait Molotov en France. Tu pourrais en France, nous, avoir les matchs UEFA via Molotov, tu vois. Et par exemple, la FLE, eux, ça serait de récupérer un peu, même pour l'UEFA, des chaînes qui diffusaient en Allemagne. Côté de la FLE, ils ont souvent répété dans les podcasts que eux, ils veulent même que leurs matchs soient diffusés sur Prime Video aux États-Unis, parce que tu as quand même une fanbase américaine qui suit des matchs en Europe. Donc, depuis quelques mois, les ligues parlent de comment et où elles aimeraient diffuser leurs matchs, mais là, il n'y a rien. Et qu'il n'y a rien au moment où, justement, où on sait que maintenant, il n'y a plus de LF. Genre, comme je disais tout à l'heure en intro de podcast, c'est que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va juste suivre un peu ce qui se passe au niveau des procédures judiciaires. Et peut-être pourquoi pas, tu sais, que le truc pourrait être racheté, relancer un truc, ou la liquidation totale, juste ne serait-ce que de voir les dernières actualités de l'ELF, parce qu'il y avait quand même une franchise à Hambourg et Cologne là, qui disparaissent aussi, qui étaient des franchises plus dans les jupons de la Ligue, donc c'est pour ça qu'on les voit pas dans d'autres ligues. Et je trouve ça un peu bête, parce que là, c'est un des derniers gros trucs qui reste, surtout pour l'UEFA, j'ai envie de dire. La FLE a des sujets bien plus graves que la diffusion limite à annoncer en ce moment, mais l'UEFA pourrait justement en profiter pour annoncer où on va regarder enfin les matchs, tu vois. Voilà, moi, je me dis que, tu vois, le mail de Dazen, je l'ai pris aussi comme est-ce que c'est pas un premier pas vers on a liquidé le problème ELF, on se penche sur la diffusion maintenant des autres ligues, tu vois. Est-ce qu'ils n'ont pas commencé aussi à négocier avec l'UEFA, etc., et que ce mail-là n'est pas la fermeture du chapitre LF pour ouvrir assez rapidement un autre chapitre, tu vois. Je sais pas s'ils peuvent faire ça en même temps, justement, que là, dans les semaines et mois à venir, tu vas avoir justement le LF en procès et tout, et que DAZN se dise, nous, à la base, c'était 8 ans avec le LF, là, au final, au bout d'un an, c'est fini. Et pourquoi voilà, il y a tout plein de critères qui nous dépassent. Et pourquoi se relancer avec des ligues qui vont devoir prouver cette année qu'elles peuvent rester l'année prochaine, en fait. Et que l'année prochaine, en fait, il y a de grandes chances qu'il y ait une nouvelle fusion. Donc, non, je vois pas DAZN, je vois justement plus ce qu'on a eu au début de l'ELF, c'est les sites des ligues et tout. Il y a tout ce qui c'est comme quand vous regardez la D1 sur la 3FA TV, c'est comme les matchs internationaux sur la IFF TV. On en parlait hier dans l'Afterfoot US avec Matt. Est-ce qu'aussi les Mousquetaires pourraient pas être diffusés sur la 3FA TV, sachant qu'il y a un partenariat entre la Fédération française et les Paris Mousquetaires. C'est vrai que j'ai bien aimé quand vous avez parlé de ça, parce que sur le coup, je l'imaginais pas trop, mais pour le coup, via le partenariat qui existe entre les Mousquetaires et la 3FA, on pourrait imaginer que la 3FA génère déjà un trafic assez intéressant et en expansion de viewers. Donc ça pourrait peut-être intéresser les Mousquetaires avec la connexion qu'ils veulent quand même intégrer d'année en année. Il n'y a pas que, leur but, c'est pas il y a le partenariat qui est immense avec les Saints, mais les Saints, c'est une franchise américaine. Les Paris Mousquetaires, c'est en France. Et il y a aussi justement peut-être à développer ça. Et souvent aussi les fans réclament vu que c'est tardif et qu'on n'a rien, démerdez-vous pour balancer un truc sur Twitch, YouTube, quelque chose, quoi, parce que là ça devient un peu panique. Hein. Tu te désintéresses quand les ligues communiquent pas des trucs comme ça, en fait. Hein. Et côté AFLE, il n'y aurait pas moyen de voir un Marc-Angelo Souma qui a des connexions chez Beansport, dire on pourrait pas récupérer un ou deux matchs des Paris Slides cette saison, mais juste les Paris Slides. Parce que... Mais je pense que de toute façon, vu que les calendriers restent un peu, ont été, tu vois, faits d'une certaine manière, un peu de manière chaotique, c'est difficile justement d'aller convaincre un diffuseur de t'acheter des matchs, mais peut-être que pour du prime time, des gros trucs, et on voit que justement dans les deux ligues ils prévoient un peu ça, tu vois. En UEFA il y a le kick-off le vendredi là en Allemagne qui est un match tard, le premier match des Mousquetaires contre le Galaxy c'est un match tard, il y a les matchs de play-off, tu vois, justement aussi, donc il y a peut-être, ça reste difficile, mais non, en fait le truc là je crois que même vous en avez parlé hier, c'est quand on avait parlé dans le podcast avec John McKeon de mettre en place des Team Pass, parce que les gens veulent regarder leur équipe. Ouais, là, les billetteries ont ouvert depuis un moment, là en EFA, depuis 1 ou 2 semaines. Le Frankfurt Galaxy vend bien ses abonnements saisonniers, tu vois. Alors, c'est quoi, c'est 1000
Il y a un moment, ils ont dit 400 000. Mais tu vois, en fait, en Allemagne, pareil, c'est pas un souci, tu vois. Par contre, en France, justement, avec Ouais, là c'est 2 peut-être ça, franchises ouais. parisiennes qui jouent cette année, on pourrait dire laquelle des deux va vendre le plus d'abonnements saisonniers et Et laquelle des deux aujourd'hui, vendra le plus de et tickets les jours aujourd'hui, du match, tu vois. je pense que les gens ne se jettent pas non plus sur la billetterie parce qu'on est toujours en attente du côté de Paris, du stade des Paris Lights. Mm. Et tu vois, quand tu auras l'annonce du stade des Lights, quel qu'il soit, s'il est très lointain, les gens vont se rabattre sur les mousquetaires à Bauer sur les premiers matchs, c'est Mm. quasi certain. Mais ils vont pas commencer à les acheter en se disant, bah, je dis n'importe quoi, ça ne se réalisera pas, mais les Lights vont jouer au Parc des Princes. Ah bah mince, du coup, c'était plus près, j'aurais pu acheter des billets pour les Lights. Je pense qu'ils attendent vraiment, qu'il y a une vraie attente du public français sur le lieu où vont jouer les Paris Lights avant de choisir quel match ils iront voir, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même 2 dates où, pour l'instant, les mousquetaires et les Lights se jouent en même temps à Paris, quoi. Donc, Ouais, Ils ça, ont ça va ils ont être surtout un. la intérêt. distance va être un critère. Je Hein. pense que quand les Lights auront annoncé leur truc, je pense limite on va refaire un petit créneau rien que sur ce sujet parce que pour moi ça me paraît assez fou ça. Donc, On le fera. Moi, On le programme. je vais poser une question, mais vraiment de novice De en noob. football européen. Hein. Je suis désolé, et justement Oui, oui. sur la rivalité qu'il peut y avoir entre les deux ligues. Je sais même pas si on peut parler de rivalité. Elle est énorme, oui, la rivalité, elle est énorme, la rivalité. La FLE, justement, aurait pas tout intérêt à brader, entre guillemets, ses droits télé, ou en tout cas à voir des images télévisées de ces matchs le plus possible à la télévision, quand justement on sait que l'UEFA a du mal à avoir ses droits de télévision, et donc en fait on n'a pas la visibilité de cette ligue. Si la FLE arrive à avoir cette visibilité dès la première saison, ça peut être quand même un plus dans l'opinion publique et générale pour l'incruster cette ligue et pour dire on vaut quelque chose, et donc pourquoi pas intéressez-vous à nous. Complètement. Ça peut être un scénario, mais aussi là justement, vu qu'on est à court terme du kick-off, mais en fait les deux ligues, comme je disais, ont un peu négocié déjà des contrats avec des diffuseurs en Allemagne. Des matchs seront diffusés. Le public allemand est quand même un des premiers marchés que tu vas essayer d'aller chercher, le public autrichien aussi. Mais le niveau de compétitivité est aussi très scruté en fait par toi. On parlait tout à l'heure de beIN Sport. Est-ce que beIN Sport, les beIN Sport, ils n'ont fait qu'une saison, tu vois, pour les mousquetaires, ils n'ont pas fait 2, alors qu'ils auraient très bien pu. Le niveau justement a augmenté. Il n'était pas en train de chuter le niveau des mousquetaires, tu vois. Donc tu pourrais dire je continue, je diffuse. Par contre, avec la FLE, on est plus proche d'avoir des équipes qui sont cancel, d'avoir des reworks de schedule. C'est le problème. Les équipes Ça c'est un problème. Ça c'est sûr. Voilà, dans les 2 semaines à venir, la FLE là, ça cancel potentiellement Londres, parce que Londres c'est. Je sais des trucs, je ne peux pas dire. Donc déjà tu passes de 8 à 7, voire de 7 à 6, et après tu as du rework de schedule, tu as du 6-7, tu as du rework de schedule, de, comme tu dis, la billetterie. Pour l'instant la FLE, pour pas ouvrir sa billetterie, est-ce que les mecs veulent se faire chier à venir dans des matchs vides où il y aura 70-0? Donc c'est beaucoup de facteurs en fait. Et puis je termine là-dessus, on clôt le chapitre là-dessus. Pour une télé, va leur vendre le fait que tu vas avoir un Paris-Florence en week 2 avec pour l'instant 15 joueurs de Florence qui sont imports, et qu'il n'y aura pas de joueurs homegrown, donc il n'y aura pas d'Italiens avant la week 3. Donc potentiellement ils vont même pas jouer parce qu'il n'y aura pas assez de joueurs. Enfin, pour vendre ça à une télé, tu t'amuses quand même. Hein. Je peux le dire parce que ça concerne que moi, mais j'échange justement en ce moment avec les Firenze Florence Red Lions, je vais pas faire l'italien, pour leur demander justement leur niveau de préparation. Tu vois, il y a eu la rumeur là justement. Déjà, il y a eu un changement de head coach. Leur head coach qui était celui du Galaxy, Bart Andrews, l'année dernière, est parti pour être head coach de l'équipe nationale chinoise de flag football pour les JO. Donc il y a eu là un rework machin. Et oui, il y a des gros soupçons qu'ils ne pourront pas avoir un roster Game Day qui est de 48 joueurs, machin. Même le roster principal, c'est 53 joueurs, d'ici la Week 2, qui est leur premier match le 30 mai contre les Paris Lights. Donc tu vois, si le Paris Lights, tu as beau peut-être annoncer le stade, tu as beau peut-être annoncer où tu pourras regarder les Paris Lights, tu as quand même pour l'instant le premier adversaire qui n'est pas sûr de jouer. Parce que si les homegrown ne jouent pas. Imagine le match d'ouverture à domicile, où tu y vas pour les Lights et tu te retrouves dans un espèce de mousquetaire. Même contre les Centurions, tu vois, où ils avaient 35 joueurs et tu fais pas un match de football avec 35 joueurs. Les mecs, ils font triple plateau, ils sont crevés au bout du deuxième carton. Bien sûr. Donc, à mon avis, ça je me renseigne, je parle à Pêche aux infos. Je parle à Pêche aux infos, et puis il nous redit ça la semaine prochaine. Du coup, est-ce qu'il est Firenze Lions, ça cancel ou pas avant le kick-off?
Voilà. Ça recrute, mais s'il n'y a pas les homegrown, je sais pas comment ça joue. Hein. Garde la parole parce que tu vas nous présenter les résultats du FL maintenant. Oui, faire un truc court. Garde la main. Fais un truc court. T'as vu, je t'ai fait une belle affiche. Ouais, bah c'est pas le bon logo. Ça, c'est l'ancien logo. Voilà, regarde. Alors, tu vas voir le bon logo parce que là, j'ai pris sur la le site de différence. l'UFL. Alors là, tu vas C'était pas me dire que Hein oui, bah. Là, voilà. le logo, lui, Donc, bon, il y a pas de souci. tu m'as demandé les scores la dernière fois. Voilà les Birmingham Oui, bah, le Stallions score qui ont pour le perdu. ranking ou le truc d'avant, mais ce que tu veux, hein, parce que les trois sont bien, je te remercie. Pour le ranking aussi, après, t'inquiète pas. Il faut. Putain, la régie de Voilà, Télévic. j'ai même un petit truc pour après. Ah ouais. Ça, faut pas aller trop vite. Alors ouais, pour débrouiller vite fait la week 2, puis justement à préparer un peu d'Oklahoma City, parce qu'on avait déjà un peu évoqué le sujet la semaine dernière. Donc week 2, bah, pareil, hein, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Les DC Defenders qui avaient perdu leur match d'ouverture en week 1 à Saint-Louis, là ils sont réveillés, parce qu'ils avaient une mauvaise ligne offensive en week 1, là ils sont réveillés. Donc la nouvelle franchise de Columbus qui a pour l'instant du mal à démarrer. Donc là DC qui sont les champions 2025 et l'équipe où Maceo a fait son training camp. Il n'y a pas de souci, c'est toujours une très bonne équipe. La preuve, 44-26. Columbus, donc là, le premier match à Columbus a été joué. Donc on commence un peu à tester ce que c'est d'avoir du football professionnel à Columbus, qui est une énorme ville football à l'échelle du pays avec Ohio State, les Buckeyes. Et c'est encourageant. C'était une très bonne idée justement d'avoir une franchise dans cette ville. Après, le Orlando Storm a fait un match plutôt serré contre Louisville, qui a une très bonne défense, mais pas encore une attaque qui fonctionne bien. Donc, C'est Orlando, très bonne défense, mais l'attaque. c'est un peu ça, c'est un peu Mousquetaire 2023. Moi, je supporte Louisville, j'aime bien Louisville, mais par contre, ouais, la défense est géniale, mais l'attaque ne fonctionne pas encore. Donc, on espère qu'ils vont gagner leur troisième match, qui est en fait un match retour là contre Orlando. Birmingham a fait beaucoup de boulettes. Ils ont pris 9 pénalités, et en fait, c'est ce qui a suffi justement à Houston pour mettre leur kicker. Ouais, un peu ça. Et ça a suffi. Et tu vois, pour rebondir justement ce que je disais tout à l'heure pour les kickers, en fait, Houston, moi, c'était mon équipe en bas de Power Ranking en week 1. Même là, avec une victoire, je laisse 7ème sur 8 parce que justement, ils ont profité de 9 pénalités qui les font beaucoup avancer. Et le kicker, mais c'est 5 field goals. Et en fait, le kicker là, des Houston Gamblers, c'est John Hoyland. C'était un ancien kicker de Wyoming et c'était celui qui était en compétition avec Tyler Loop chez les Ravens au training camp. Donc, les bâtiments Ravens ont gardé Tyler Loop. Mais tu vois, là, John Hoyland, il a fait 5 field goals qui sont la raison pourquoi il gagne. J'ai plus les distances, mais c'est genre 30, 30, 30, 20. Et le dernier, qui a un 50 yards à 2 secondes de la fin. Donc, le mec, en fait, je lui ai posé une question, justement. Je fais les conférences de presse d'après-match. Je lui dis, ça t'apporte quoi, toi, de réussir 5 field goals dans un match comme ça? Et il dit, de toute façon, l'UFL, on l'a vu, hein, le poste de kicker, t'as les Jake Bates qui sont partis à Détroit après une bonne saison. T'as Brandon Aubrey à Dallas, qui est le meilleur kicker de la ligue maintenant. Le poste de kicker, c'est très, très, très suivi en Ça UFL. va les recruter hein, pour le FA. Hein. Tu peux tant que tu leur poses une question. Regarde, en LF, on a eu Lenny Krieg au Stuttgart Surge qui a fait le training camp des Falcons. Et l'année dernière, toi, les Falcons, quand il y a un peu Youngeku, là, il y a eu des problèmes de kicker en début de saison chez les Falcons l'année dernière. Oui. Je disais, il y a un moment, pourquoi tu prends pas justement le risque En plus, tu avais des problèmes de QB avec Cousine, avec Penix et tout. Je disais, mais pourquoi en fait ils prennent pas le risque de mettre un import allemand de practice squad, mais dans le game des rosters, de l'envoyer faire quelques field goals parce qu'il avait fait un field goal en pré-saison qui était pas mal, je crois, Lenny Krieg avec les Falcons. Donc en fait, non, ouais, pareil, tu vois, les kickers, c'est des gens qui ont accès à un pipeline maintenant au niveau professionnel qui est assez intéressant. CFL, UFL, UEFA, d'Europe, sur toute la planète, ils jouent les mecs, même au Japon. Donc là, le kicker de Houston, il a tous ses chances de retourner dans un training camp NFL d'ici l'été. Et après, on a eu les Dallas Renegades qui sont actuellement l'équipe la plus complète de la ligue. C'est génial à voir jouer, qui a bien fait mal à Saint-Louis. Et pareil, tu vois, le QB des Dallas Renegades, c'est Austin Reed, ancien QB. J'ai tellement de noms d'équipes et de joueurs. Alors, il était chez Chicago Bears. Il était en practice squad chez Chicago Bears sur la saison 2024. Il a été cuté après le training camp 2025. Il était derrière Tyson Bajan, donc, qui était QB2 avec Williams. Et là, Austin Reed, génial. En fait, tu sens justement que tu as plein de QB de practice squad NFL.
tu les mets sur un terrain, il n'y a pas de souci, ils savent jouer au football. Hein. Ça dépend des systèmes et tout. Et donc là, Dallas Renegades, si vous voulez voir l'équipe la plus complète, allez voir les highlights des Dallas Renegades, c'est génial. Ça envoie des centaines de yards à la passe. Ils ont le meilleur receveur de la ligue, qui est Tyler Vaughn, qui a fait un match là à 11 réceptions, 146 yards, 3 touchdowns. Et le dernier, il est magnifique. Donc voilà pour le débrief week 2. Désolé, j'ai pas l'image. C'est pas grave. Au pire, de toute façon, demain, je pose des petits highlights de mon côté. J'ai des trucs. Vous irez voir ce magnifique. Demain, je vous fais des petits highlights de l'attaque des Renegades et je vous fais un petit highlight d'un cornerback de Louisville qui est Voilà, génial. le Power Ranking de Spring Football News, le seul vrai, le seul bon. Et c'est assez intéressant parce que toi, je regarde les power rankings qui se font, que du côté de l'UFL fait le sien, Fox fait le sien, il y a plein de sites américains qui font leur power ranking. Et cette année, on est assez différents sur nos power rankings, ce qui montre justement que le niveau de compétitivité, pour moi, il va être plus varié et élevé quand on a des power rankings différents, parce qu'au final, on est tous sur quelque chose de différent, alors que l'année dernière, qui était une saison un peu en deçà, on était assez identiques. Et tu vois, moi, je mets Houston qui a 1-1 derrière Louisville, parce qu'en fait, Houston ne gagne son match que parce que Birmingham se ruine et que Louisville, même sans attaque, je suis pas sûr que l'attaque de Houston, elle bat la défense de Louisville. Donc c'est simple pour le ranking, c'est analyser les stats, analyser qui peut battre qui. Et là, même si Orlando est à 2-0, ça reste que c'est... toi, Orlando, le QB, c'est Jack Plummer, ancien quarterback de Louisville, des Cardinals en CFB. Et il est super, c'est un super QB de poche, un manager QB, quoi. Et c'est génial, ils ont un gros jeu au sol, ils ont des super receveurs, mais ça manque de quelque chose pour aller battre les équipes au-dessus, je trouve, si ça arrive. Bon, là, ils vont rejouer Louisville, donc si Louisville est à 0-3, ça ferait mal. Mais bon, voilà. Très bien. Et juste la dernière annonce. Je m'y attendais pas. J'étais en train de faire mes courses cet après-midi, je regarde mes notifs et boum, Oklahoma City. Voilà, qu'est-ce qui tombe. En plus, on en a parlé la semaine dernière. On a parlé un peu de ça la semaine dernière. On a parlé arrive à Oklahoma City en 2028. C'est génial parce que tu vois, je réexplique souvent justement que l'UFL, pour parler de ce que c'est une ligue en expansion. En ELF, le problème a été l'expansion de viser 24 équipes dans 15 pays en seulement quelques années. Mais c'était un truc qui allait tuer la ligue. Il n'y a pas de souci. En dehors de mal gérer ta ligue, tu allais faire ça allait la faire s'effondrer. Et en Spring Football, on fait vachement gaffe justement là où on va parce que, comme je disais la semaine dernière, tu vas essayer d'éviter quand même d'être en concurrence avec la NFL. Ça, dans les marchés où justement les Spring Leagues ils ont été, où il y avait déjà des franchises NFL, c'est très rare que tu arrives à faire fructifier ta franchise. Donc Oklahoma City, c'était une des villes qui était en rumeur depuis un moment. Et donc en UFL, là on est à 8 équipes. Le projet c'est 16, donc une expansion de 2 équipes tous les 2 saisons. Et quand on sera à 16 d'ici 10 ans, ça sera déjà une belle ligue et je pense qu'il y aura justement encore plus d'opportunités pour les joueurs. Peut-être que dans les 10 années à venir, on a des Français qui passent régulièrement en UFL et qui enchaînent avec un training camp NFL. Et s'il ne serait-ce que toi, une backup en NFL à faire des saisons à temps plein en NFL, on leur souhaite. Hein. Donc Oklahoma City, c'était une destination qui était attendue. Et je pense que la deuxième franchise qui sera de retour en 2028, ce sera les Michigan Panthers, donc qui jouaient à Détroit. Ils jouaient dans le stade des Lions. Donc le stade des Lions était cher. Donc c'est pour ça que la Ligue est passée sur des stades de soccer à 10 000, 20 000 places, que c'est moins cher. Et c'est mieux aussi pour la diffusion. Ça fait, comme je disais la semaine dernière, ça fait pas des stades Covid, comme dit le propriétaire de la Ligue. Et donc là, Oklahoma City sont en train de construire un stade de soccer de 10 000 places. À peu près 10-11 000, je crois. Je n'ai pas vu tous les détails, mais un petit stade. Donc c'est parfait, ce petit marché, petit stade, tu prends pas le risque. La ville, elle est contente. Tu arrives dans un état où tu n'étais pas en concurrence avec justement la NFL, mais tu vas aller chercher ces fans de college football qui sont en demande de football professionnel. Et donc, en fait, là, des joueurs d'Oklahoma, s'ils vont pas en NFL, on peut imaginer qu'il y a des Sooners là, qui vont en UFL, tu vois. Il y a un gros move quand même, Oklahoma, qui va devenir un peu sur les 2-3 prochaines années, parce que l'année prochaine, en college football, il y a Oklahoma State aussi qui a fait des changements de coach qui vont être intéressants. Oklahoma Sooners, bien sûr, la légende. Et après, je sais pas si... Mais aussi, Oklahoma, ça sera au JO en 2028. Ils vont accueillir les épreuves de canoë-kayak. Donc ça va bouger Oklahoma sur les prochaines saisons. Et tu crois qu'il y a un lien entre le canoë-kayak ? Non, mais est-ce que c'était pas 2028 en tout cas? Oklahoma, ça va bouger printemps 2028. Puis il y a le Thunder qui est plein de bourre là. Et voilà, ça veut dire qu'il y a plein de bourre, évidemment. Donc, tu es en train de parler du Thunder, rappelle-nous le podcast NBA, mon Yaya. N1, le podcast, allez vous abonner, écouter, suivre sur les réseaux sociaux. Il y a un Twitter, il y a
Il y a également une page Instagram, donc allez-y avec Ah grand bah. plaisir. Et un podcast une fois par semaine. En général, c'est le lundi qui sort. Voilà. Comme ça, vous avez pour la Juste semaine. pour terminer ce que je disais là sur, en fait, pour moi, la deuxième franchise qui sera en expansion en 2028, ce sera pas une franchise d'expansion comme je disais, mais le retour des Michigan Panthers qui ont été désactivés cette année avec les San Antonio et Memphis. Et en fait, les fans, c'est vraiment la franchise qui a fait le plus de mal parce que c'était une des équipes qui était en finale l'année dernière, qui perd malheureusement contre DC. Et en fait, là, il y a un stade aussi qui est en construction pour le Détroit City FC en soccer, qui va faire peut-être 15 000, 20 000 places. Et la Ligue, justement, l'UFL est en discussion pour mettre les Michigan Panthers là-bas. Et en fait, les fans seraient très contents, quoi, parce qu'en fait, les fans des Michigan Panthers qui avaient fait une augmentation de 20% d'affluence au Ford Field l'année dernière, cette année, ils peuvent plus aller voir un match de leur équipe. Donc, c'est une fanbase, justement, tu vois, l'effet Jake Bates qui est allé en NFL avec les Detroit Lions, l'année d'après, ça a amené encore plus de fans pour l'UFL. C'est là où, justement, si tu es sur le même marché que la NFL, tu vas augmenter ton affluence. Et tu vois, c'est ce que je disais la semaine dernière avec Orlando. Les Jaguars vont jouer une saison à Orlando. Quand ils partent, les fans d'Orlando iront vers le Storm en UFL. Tu vois. Là, on parle de ligue de printemps. Est-ce qu'à un moment ou un autre, étant donné qu'il y a un seul marché et qu'il n'y a que des practice squads, enfin il y a une seule ligue, il pourrait y avoir des équipes de développement, un peu comme la Minor League en baseball. Ça revient souvent, c'est le débat qui limite, tu reviens tous les semaines, mais la NFL, en fait, tu sens... Non, mais c'est génial parce que justement, c'est un truc, peut-être qu'un jour, la NFL, ils seront plus clairs sur leur envie de faire ça ou pas un jour. Le seul truc, comme je disais, pour eux, c'est que c'est la seule collaboration qui va exister, c'est sur le partage de règles. Dire, tester ça chez vous en UFL. Parce que tu vois, les intervenants lors des matchs sur ESPN et Fox, c'est Dean Blondino et Mike Pereira, qui est les mêmes que vous retrouvez quand vous regardez un match NFL et qu'il faut expliquer les règles à la télé, tu vois. Donc en fait, c'est les départements de règles sont partagés. Mais la NFL, tu vois, quand on est au mois de mars-avril, là, que tu as les réunions des propriétaires, tu n'as jamais un projet de G-League NFL sur la table. Parce qu'en fait, de toute façon, maintenant, il y a l'UFL, c'est la Ligue 2 américaine. Puis voilà, quoi. Justement, j'étais très intéressé par ça et par ce que tu dis, parce que ces G-League ou ces Ligue 2, ça n'existe pas vraiment, puisqu'on sait que la NFL, c'est une ligue fermée. À terme, l'UFL a pour ambition d'être un peu un réservoir à scouts et de futurs talents NFL, et notamment de talents étrangers qui ne seraient pas dans les universités américaines, c'est ça? On peut imaginer, tu vois, que des joueurs qui font le NFL IPP, donc toi pour le coup, oui, peut-être l'International Player Participation programme, on a pas mal de Français qui ont déjà participé. Ils aient peut-être, pour le coup, moi je verrais bien le NFL IPP dire, ok, si vous avez pas, parce que souvent pareil, le NFL IPP c'est beaucoup de promesses qui se réalisent pas, je trouve. C'est un slot bonus en practice squad qui ne coûte rien à l'équipe. Du coup, il est plus en practice squad, quasiment. Oui, et en plus, pareil, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de si un jour la Ligue a 18 matchs avec un match de pré-saison en moins, il y a quand même aussi ce truc d'avoir justement une bye week en plus en NFL et une practice squad agrandie. Donc peut-être que là aussi, la NFL dira ok, les mecs de NFL IPP, on les prend, maintenant on a plus de place, on s'en fout. C'est... Parce qu'au final, comme je dis, c'est beaucoup de promesses. Tu vois, c'est un mec comme Maceo, imagine, il serait resté ne serait-ce que dans la practice squad des 49ers, enfin pour l'exposition, tout ce travail de communication pour le développement du sport, il serait génial. Donc là, au niveau de l'UFL... qui nous embête avec le Nordic Storm. Voilà, on ne saurait pas manger dans les matchs. Quoi. Ou même des mecs pour Junior AO, tu vois, enfin... ou même, regarde là, Wilfred Penney, qui est bon, qu'on pensait à garder en NFL. Et là, il fait la CFL, on lui souhaite tout, parce que pareil, tu fais une bonne saison en CFL, vas-y que ça t'ouvre des portes pour la NFL, ou même pareil, qu'ils reviennent en UFL et qu'ils retournent après en NFL, c'est le pipeline. Donc ouais, c'est vrai que c'est un territoire sportif intéressant, les États-Unis, parce que c'est que des ligues fermées, les systèmes de promotion et de relégation n'existent pas tellement. Donc, tu es dépendant un peu de structures sportives comme ça. Regarde là, Houston, ils avaient besoin d'un QB en plus. Ils ont été le chercher en Arena Football League. Ils ont 2 grosses ligues. Il y a beaucoup de ligues d'Arena Football aux États-Unis, mais tu en as 2 qui sont assez professionnelles et 2 qui produisent des mecs qui peuvent faire Arena
passer en 11 contre 11 outside et puis finir en NFL, quoi, peut-être. Donc, Et finir sur glace, parce que je sais qu'Yaya, il a envie de faire Ouais, du foot du sur football glace. américain sur glace, ouais. Ça avait Non, bien fait marrer, ça, les Américains, quand même. Il y a mis les préfère vidéos. sur les non, parties. mais justement, comment ça se fait qu'il n'y ait jamais de. Enfin, on n'entend pas de Français qui tentent leur chance en Arena? Bah, Trop, c'est ça- trop pareil, early, tu vois, non, moi, Arena. quand j'ai commencé à découvrir le football américain et que j'ai dit, ah quoi, il y a une version intérieure et tout, et j'ai regardé un peu, comme je dis, les rares matchs que je regarde, c'est l'Indoor Football League, qui est pour moi la meilleure ligue à suivre et qui diffuse pas mal sur YouTube. Euh, c'est. Tu vois, t'as tout le truc aussi avec Kurt Warner, qui est l'histoire du underdog ultime. Le mec était caissier, le mec a joué Oui, il y a d'Arena Football. il y a un tailgate flashback de Flav Ouais. là-dessus. T'as le film qui a été fait aussi sur lui qui montre Non, des mais c'est scènes moins je bien trouve, que le hallucinantes. tailgate, ouais. T'as le tailgate, Et- t'as toutes les ressources. Et je sais pas, puis, pourquoi, parce que c'est pas un truc trop connu, tu vois. Enfin, c'est Ouais, de l'Arena mais- Football. C'est. Ouais, mais attends, t'imagines, au début des années 90, tous les ans, au mois de décembre, il y avait un match d'Arena Football à Bercy, quoi. Parce que il y avait quoi, une ligue en France? Non, 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 non. il y C'était avait un match, c'était un délocalisé. match délocalisé qui venait Ok. à Bercy. Et tu avais tout le monde du football américain de l'époque qui allait voir. Moi, je me souviens, il y Et avait... 12 personnes, hein. Et puis, tu avais un joueur, tu vois, et ça tombait bien, il s'appelait Georges Lafrance. Donc, il arrivait et tout, et c'était le chouchou du public, quoi, tu vois. Mhm. Et c'était Albany, puisque notre ami Victor connaît l'État de New York. Il y avait l'équipe d'Albany qui était venue. Ah bah, toujours, tu vois, le QB que c'est Houston pas a le signé pays. là, il a joué pour Non, les c'est pas Albany le pays, c'est pas de Firebirds. ça, là. Patrick Ouais, Albany. mais je crois que c'était déjà ça. Les Firebirds. Ouais, déjà, ouais, tu vois. C'est vrai que Ça je connais s'appelle pas, je suis pas un Albany, spécialiste de l'Arena Football. Je sais parce que pour le coup, tu vois, en 2023, la XFL avait fait un partenariat officiel avec l'IFL pour dire les joueurs IFL, nous, on peut les envoyer en XFL. Et les mecs, c'est le seul, la plateforme qu'ils avaient pour dire je suis peut-être repéré par un scout NFL ensuite. T'as quand même vachement moins de scouts. J'imagine que la NFL regarde un peu ce qui se fait des fois en Arena Football, mais c'est clairement pas leur vivier principal. Mais là, tu vois, quand tu me dis pourquoi des Français testent pas ça, bah déjà, c'est peut-être le produit culturel. Tout de suite, nous, en France, quand on parle de jouer à niveau professionnel en football américain, bah, c'est la NFL, parce que justement, tu n'as pas 150 000 ligues, et qu'en fait, là, tu es dans la phase un peu d'expansion internationale. Tu as l'Europe, tu as le Japon, tu as le Mexique, tu as le Canada, tu as l'UFL, donc tu as beaucoup plus d'options qui se présentent maintenant, quoi. Ok. Merci mon Jus pour cette brillant résumé. Brillant résumé et réponse. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose sur le chat? Parce que je viens justement de revoir après avoir longuement parlé, désolé. Je lis justement si on n'a pas raté. Non, je suis pas. On était resté sur le FA et la FLE. Non, c'est. Ah oui, c'est juste le dernier là, de Ouais. Tibert là, que j'avais pas vu. C'est voilà. Tibert qui nous fait les mises à jour aussi de l'effectif sur le compte notamment Wikipédia des Paris Mousquetaires ou LFpedia, je sais plus. Enfin bref, il nous fait des mises à jour sur les Mousquetaires et c'est très bien parce que c'est tous ensemble qu'on fait avancer ce foot US en France. En parlant de tous ensemble faisons avancer le foot US, je remercie Monflo, French Touchdown et Canapé Sport qui est là sur Insta, sur quoi t'es toi? Sur Insta, sur TikTok, pas YouTube encore, un jour peut-être, mais non, Insta, TikTok en prio. Insta et TikTok aussi pour Victor, de Victor Zone Rouge Victor. Vous retrouvez bien évidemment sur ces deux réseaux sociaux. Vous vous abonnez, vous suivez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Bref, comme toujours, avec tous nos invités, on essaiera comme ça de mettre en lumière plusieurs comptes dans la saison parce qu'on a envie. Voilà, parce que ça nous fait plaisir de partager la passion du foot US. On est comme ça. coûte rien. C'est gratuit, ça coûte rien, et ça nous fait découvrir des gens sympathiques. Donc c'est parfait. Jus Spring Football News, vous l'avez entendu et vous pouvez le lire sur Twitter, sur Instagram. Toutes les infos du foot US de printemps, un collab sur l'UFL, un collab sur l'EFA, sur la FLE. Il parle à tout le monde. Sur l'Arena Football, surtout. Sur l'Arena Football, sur non, la rien Ligue. football, je joue à fond dedans, je suis de loin, quoi.
La lingerie league, il suit de près aussi. C'est autre chose. Donc voilà. Ah, mais ça, on en parle pas assez, bordel. J'ai réveillé Yaya. J'ai réveillé. Ça y est. Il suffisait de pas grand-chose. Hein. Tu vois, Vince va arriver dans quelques secondes lui aussi. Tu vois. Voilà. Il va proposer des foot jobs. L'homme qui murmurait à l'oreille du Spring Football, c'est notre jus, donc vous suivez sur tous les réseaux sociaux. Et puis Yaya et Vince, vous les retrouvez dans Tailgate toute la semaine. Le mardi et pour moi la sur NFL. N1. Et moi sur Et N1 Yaya en sur plus. N1. J'ai juste oublié de dire quelque chose tout à l'heure. C'est parce qu'il y a le podcast de Chris également, avec qui je fais N1, qui est présent sur la WNBA, qui reprend donc le basket féminin. On parle un peu de sport féminin également. Tout à fait. Je salue aussi nos amis donc de l'Afterfoot US le mercredi, Brice Jacques-André Coquin, tout Wake, One bien évidemment, bref, tous ceux qui gravitent autour de nous et nous on gravite autour d'eux aussi pour faire avancer ce football américain en France. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve en podcast pour 2 Tailgate flashbacks ce week-end. Le premier sur le Deflategate, le second sur le Bountygate. On va parler des scandales de la Ligue, de la NFL des années 2000. Ce sera donc samedi et dimanche. Et on se retrouve ensuite mardi pour un nouveau podcast NFL. Et bien sûr, jeudi prochain, 21h30, pour le Tailgate Talk numéro 4. D'ici là, merci à tous de nous avoir écoutés. Portez-vous bien. Très bonne fin de soirée à tous. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Bye. Ciao, ciao. Bye.